Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Et l'Oscar du meilleur partenaire cinéphile est attribué à Benjamin François alias Quix. Ah non, pardon, il y a eu une erreur. Cet Oscar est en fait décerné à Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Désolé pour cette confusion. Hello papa, comment tu vas? Bonjour Daniel, bonjour à tous, ça va très bien. Ça va très bien. Dis-donc, tu l'as bien préparé ton lancement, j'ai beaucoup apprécié. Tu sais qu'à chaque fois, pour que les gens sachent, je ne te prépare jamais de ce que je veux Oui, faire. c'est toujours le... Je saute dans l'inconnu à chaque fois. Du coup, c'est toujours un peu foiré. Mais voilà, on enregistre un jour après les Oscars. Eh oui, avec cette fameuse séquence où La La Land a gagné, puis non. ce qui est encore plus jouissif en fait. Alors moi je ne prends pas parti, j'ai vu aucun des deux films, donc je ne sais pas. Mais rien que pour la symbolique de tout le mal qu'on a dit des Oscars jusqu'à présent, finalement, tu vois, oui. Ça se retrouve là. Ces types-là, ils ont qu'un seul truc à faire, ils sont même pas foutus de le faire correctement. Chapeau. On te l'a donné, on te l'a repris. Et on est réunis aujourd'hui pour un nouvel épisode, l'épisode 26, un nouvel épisode des années 2000. Et je vous remercie tous les auditeurs pour votre enthousiasme. On a énormément de retours sur ces années. Évidemment, ça vous touche parce que c'est vos années, c'est nos années cinéphiles, quoi. C'est les années où on a expérimenté plein de cinémas divers. Et du coup, les listes sont très 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 variées. On en a pour tous les goûts. Et je pense qu'on peut rester là encore pendant des années, sans déconner. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple. 3 films par liste, avec un titre, c'est mieux. Et je vous recommande d'ailleurs, en fait, en général, les listes, c'est soit une super thématique qui fonctionne, soit un film rare. Si vous êtes le seul à avoir pensé à ce film, en général, je mémorise bien votre liste, je me dis « Ah, ça, c'est pas mal ». Et voilà, c'est une bonne manière de se faire remarquer aussi. Et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Et quand il y a doublon, on zappe, il n'y a pas de problème. On couvre l'année 2000 à 2009. Est-ce qu'on se fait un petit topo, Stéphane ? Bah oui, on peut se faire un petit récapitulatif. Alors, qui est le meilleur film des années 2000 ? Alors, le meilleur film des années 2000, pour le moment, c'est History of Violence de David Cronenberg. Il est suivi par Millennium Actress de Satoshi Kon. Grand film. Tout ça, c'est des grands voilà. Cinémas. On a The Host, derrière. Toujours du grand cinoche. OSS 117. Et derrière, Shaun of the Dead à la 5e place. Suivi par Monster Inc. Après, on a Matchpoint, quand même, Woody Allen. Je crois que c'est le meilleur classement de Woody Allen, surtout toutes les décennies confondues. Ensuite, suivi de Lost in Translation, Morse et Munich. Voilà, exactement, voilà. Le top 10. Le top 10. Et 11e, Gran Torino, qui est aux portes du top 10. On se souvient qu'il y a eu une grande discussion sur Gran Torino. Ouais, il y a eu du sang et des larmes. Voilà. Et tu sais quoi, c'est assez marrant parce qu'il y a plein de gens qui me disaient « Oh là là, tu l'as pas laissé parler ». Alors, c'est pas d'abord, il y a un truc, c'est qu'on se voit pas quand on enregistre, donc je peux pas savoir quand il parle. mais un autre truc, c'est que non, j'ai l'impression que je te laisse toujours dire à peu près le fond de ta pensée. Il y a pas de moment où tu te dis « Ah merde, j'aurais dû redire ça ». Ça arrive, mais bon, après, c'est toujours marginal. Enfin, il y a toujours des trucs, en fait, où tu te dis « Merde, j'aurais dû préciser telle chose ou tel truc ». Mais bon, enfin, dans l'absolu, on arrive quand même à communiquer ce qu'on veut dire au global, quoi. Après, on pourra toujours rentrer dans les détails, c'est ça le truc. Bah ouais, tu vois, par exemple, History of Violence, en l'occurrence, c'est l'adaptation d'une BD, et il y a tout un pan de la BD qui n'a pas été adapté en film, en fait. Et par exemple, on aurait pu en parler, et sur le coup, donc, c'est pas venu, quoi, parfois. À chaque fois, si tu me laisses parler, évidemment, je pourrais te faire 2 heures sur un film, donc c'est pas forcément non plus toujours faisable. Je t'en sais capable, et en plus en improvisation totale, roue libre. On va juste dire un mot sur les derniers films de nos listes, c'est-à-dire Mémoire d'une geisha, Monster, et In the Air, le film macroniste type qu'on déteste. C'est ça. Die Another Day, Hancock et Daredevil. Ouais, voilà, qui mérite bien sa place pour l'instant. Mais je ne pense pas qu'il y restera toute sa vie. Ah bah j'espère pas qu'il y restera, sinon c'est pas marrant. Et en préparant cette émission, j'étais en train de me dire, putain, on manque de cinéma français en fait, parce que
par exemple, je cherchais les Jaouis, il y a aucun, on a quasiment aucun film cinéma de Jaouis, pourtant. En fait, j'ai repensé à cause des Césars. Je me dis, merde, c'est quoi nos films à César des années 2000 ? Et autant Audiard, ils y sont, ou pas tous, mais ils y sont. Autant Jaoui, il y a absence totale, et même les films à César en général, il y en a pas des masses, donc c'est pas un appel. C'est pas la peine de nous balancer tous vos films à César que vous avez en stock. Mais juste, j'ai remarqué ça. C'est une curiosité, voilà. C'est une particularité du courrier des lecteurs. Et puis, on a encore énormément de listes en stock. On a beaucoup de films à traiter. Et il est encore beaucoup trop tôt pour lancer nos appels à ce film obscur dont j'aimerais parler. On n'a pas encore trouvé aussi notre over the top. Non, pour l'instant, ça... Non, c'est en cours, on ne sait pas. Film catharsique qui va nous réunir. Qui va nous réunir tous les deux. C'est peut-être ça la plus grande difficulté de ces années-là. Voilà. Eh bien, je te propose de commencer tout de suite. Ah bah oui, attaquons. Alors, on va commencer avec une liste de Tanuki qu'on devait passer à l'épisode précédent, mais qui a fait 2 heures, donc... merci Tanuki pour ta liste. Merci Tanuki pour ta liste. Et sa liste s'appelle Année 2000, quand Qui-Gon Jinn a eu les boules de se faire buter et est revenu botter des culs. Ah, donc ça parle de la transformation, j'imagine, cinématographique de Liam Neeson qui est passé de l'acteur un peu intello à la star du film d'action, c'est bien ça ? Ouais. Je crois que la thématique, je l'ai cernée. Mais on va commencer avec un film un peu particulier dans cette liste. C'est un film de Martin Scorsese qui s'appelle Gangs of New York. Ah, bah oui, Gangs of New York, c'est... je crois que c'est la première collaboration... non, je sais plus, avec DiCaprio, je sais plus si c'est celui-là qui avait lancé ou pas... la mode, pas la mode, mais plutôt la collaboration. Leur duo, quoi. La collaboration DiCaprio-Scorsese. Ah bah non, je pense que c'est même le premier parce que... Je pense que dans mon souvenir, c'est le premier. C'est la même année que Arrête-moi si tu peux. Et c'est quand même après La Plage. Et il n'a pas fait de trucs avant. Oui, voilà, donc c'est ça, c'est bien le point de départ de la collaboration Scorsese-DiCaprio. Donc Gangs of New York, ça raconte... comme c'est écrit dans le titre, c'est l'histoire de gangs dans le New York des années 1840, 1850, qui se battent pour Five Point, donc le carrefour des 5 grands quartiers de New York. Avec au programme des combats à la machette en pleine rue, des coups de boule, des trahisons, de la vengeance, et un Daniel Day-Lewis complètement habité. Complètement Daniel Day-Lewis. Oui, à fond que Daniel Day-Lewis en Bill the Butcher. Quand tu signes cet acteur, tu sais très bien ce que tu vas avoir. Oui, et tu as exactement ce qui était promis. Enfin, voilà, il est complètement fou, il est complètement magnétique, il bouffe complètement la pellicule. Enfin voilà, c'est Daniel Day-Lewis tel qu'on le connaît, tel qu'on l'aime ou qu'on peut le détester. C'est possible que ce soit parfois... un peu épidermique avec ce type d'acteur, mais... Il peut agacer, parce que vraiment, c'est un mec, c'est vraiment l'acteur the studio par excellence. C'est le mec qui va... Et en fait, le problème de l'acting de Daniel Lewis, c'est que ça va donner des idées à beaucoup de gens, à des Shia LaBeouf, tu vois, qui vont essayer de copier son style. C'est très physique, en fait, comme style d'acting. Même quand il fait pas grand-chose, il y a un truc il y a toujours un truc qui couve en fait sous son jeu. Enfin voilà, je repense à d'autres films de lui, ou même dans un simple dialogue où il est simplement assis sur une chaise, tu sens que ça bouillonne derrière. Enfin vraiment, il y a un côté très physique dans sa présence à l'écran. Ouais, c'est le mec qui se prépare, il va pas se laver s'il faut pas se laver. Enfin vraiment, genre il va tout mettre, il va mettre sa vie en péril pour le rôle. Et on peut dire que dans Gangs of New York, ça delivers en tout cas. Oui, dans Gangs of New York, c'est c'est la figure centrale du film, parce qu'en fait, en gros, voilà, l'histoire, c'est le gang de Daniel Day-Lewis qui affronte, le début en tout cas, le gang de Daniel Day-Lewis qui affronte le gang de Liam Neeson. Et Liam Neeson se fait tuer lors de l'affrontement. Et des années plus tard, le fils de Liam Neeson, donc DiCaprio, revient pour venger son père, quoi. Et donc, tout le film s'articule autour de la figure de Bill le Boucher, de Daniel Day-Lewis. Et effectivement, il est... il est à la fois le grand méchant, et à la fois, comme ils sont pas tous... globalement, il n'y a pas de personnage spécialement gentil ou positif dans le film. Enfin voilà, c'est un peu une espèce de compas moral, parce que finalement, il respectait énormément son adversaire qui l'a tué dans un combat à la loyale, etc. Enfin voilà, c'est toute la grande figure... c'est une figure scorsésienne assez classique, maintenant, si tu regardes bien. Et puis...
Alors, je sais pas ce que tu penses du film. Je trouve c'est pas le grand Scorsese. Non, en fait, il y a des séquences qui sont formidables, vraiment. Enfin, il y a des séquences. J'aime bien le combat final qui est super. Même le combat du début, t'as des séquences plus discrètes. Genre à un moment donné, t'as Leonardo DiCaprio, on lui fait faire le tour du port de New York, et en fait, ça se fait avec une caméra, la grue. Et en fait, tu vois la conscription, avec tu vas sur un bateau, tu suis un cercueil d'un conscrit qui est mort, et la caméra quitte le cercueil, et il retourne sur la file des gens qui s'inscrivent pour partir à la conscription. Enfin voilà, t'as des moments de mise en scène qui sont somptueux, vraiment. Mais le film est très chaotique, en fait. Enfin, ces années-là, c'était assez étrange pour le cinéma de Scorsese, parce que il quittait des années 90 où il était le roi du monde. Enfin voilà, on l'a dit au Casino, c'était 96. Il quittait ces années-là, et les années 2000 c'était un peu plus chaotique, quoi. Il s'est pas mal cherché sur pas mal de films, et dans ce film-là ça se ressent un peu, parce que voilà, il fait quasiment 3 heures, je crois. Ouais. Et ça n'a pas du tout la fluidité d'un Scorsese de 3 heures tel qu'on le connaissait avant, quoi. Il y a quand même quelques trucs positifs. Alors, je suis pas fan de Leonardo DiCaprio. J'ai eu parfois l'occasion de le dire au micro. Et Leonardo m'énerve pas dans ce film. Donc déjà c'est pas mal. Et mais pour moi, DiCaprio avec Scorsese, c'est là où il s'est vraiment trouvé en tant qu'acteur, à mon sens. Ah, c'est clair. Mais vraiment, quoi. C'est là où il donne son meilleur, en tout cas. Oui, c'est là où tu vois le talent de directeur, et surtout le nez, parce que justement DiCaprio, au moment où il tourne Gangs of New York, pour beaucoup de gens, et moi le premier à l'époque, c'était encore le minet de Titanic, quoi. Enfin, s'il avait encore cette image, c'était le mec de Titanic, c'était le mec de la plage. De la plage, c'était le mec de Baz Luhrmann dans Roméo et Juliette. Enfin, genre tu dis ce type-là chez Scorsese, mais et en fait, Scorsese, il a eu ce nez et de savoir tirer le meilleur de cet acteur-là, quoi. Et puis, il y a un truc que j'apprécie vraiment dans ce film, c'est la qualité de la restitution de l'époque. Et tu sens que Scorsese, c'est un amoureux de New York, et il arrive à lui rendre une espèce d'atmosphère très malsaine et claustrophobique, tout ce que tu peux t'imaginer du New York de l'époque. Par exemple, tu vois, Assassin's Creed, je pense qu'ils n'ont pas réussi à retranscrire cette impression. Oui, c'est sûr, oui. Quand ils ont fait les États-Unis. Là, il y a vraiment un truc très viscéral dans son New York, et tu sens que il travaille avec des grands, quoi. Quand tu es Scorsese, tu peux te permettre de travailler avec les meilleurs décorateurs, avec les meilleurs, vraiment avec le meilleur du cinéma, et j'adore la reconstitution de ce film. Oui, effectivement, tout ce qui est direction artistique, c'est super réussi, et c'est marrant parce que ce film-là, donc il est sorti, dans mon souvenir, il est sorti en janvier 2002. Il est sorti le 8 janvier 2003. Ah, c'est 2003, voilà. Voilà, 2003. Et c'est marrant parce que c'est un Scorsese qui parle de New York post 11 septembre, quoi. Et, oui. Et justement, cette espèce de New York en proie à une espèce de guerre interne qui lutte pour une espèce d'identité entre les Irlandais, les catholiques, les machins, et qui se finit justement sur ce fameux plan sur la rivière Hudson, avec New York qui évolue jusqu'à aujourd'hui, et Scorsese qui garde les tours jumelles exprès dans son plan final. Enfin, le timing était assez intéressant, quoi, d'un point de vue tu vois, placement dans l'histoire, et justement cette déclaration d'amour à un New York qui a une vie mouvementée, mais qui finalement c'est ça qui fait aussi l'intérêt de New York par rapport à d'autres cités américaines, quoi. Où est-ce qu'on va le mettre ? C'est un film compliqué parce que voilà, comme tu disais, c'est un film très très long, et sur une telle longueur, tu peux pas être bon tout le temps, quoi. Ouais, lui il pouvait, mais là il l'est pas. Et voilà, il y a plein de passages en trop. On peut par exemple parler de comment ça s'appelle, Cameron Diaz, qui est un personnage qui est pas super bien traité, qui est pas à son meilleur, ouais, qui est pas à son meilleur. Enfin voilà, et autant il avait tiré du meilleur de Sharon Stone, autant là Cameron Diaz, bon, entre son personnage et voilà, elle est pas vraiment à sa place. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu boiteux dans ce film là. Moi je le mettrais au-dessus de 2046 par exemple. C'est exactement là où je pensais. Et voilà. En dessous de Hurt Locker. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise place pour personne, mais tu vois, c'est pas un très bon Scorsese, mais c'est pas un Scorsese inintéressant. Enfin, tu vois, il est intéressant pour du Scorsese, mais et par exemple, si tu me dis de le revoir demain, oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Genre avec l'avance rapide, oui, peut-être. Mais il a fait bien pire par la suite, et voilà, enfin c'est Oula. C'est pas un mauvais film, mais voilà, c'est vraiment pas lui, il est pas son meilleur, quoi. Pas de spoiler. Le deuxième film de la liste de Tanuki est
Batman Begins de Christopher Nolan. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aussi Liam Neeson jouait les mentors. C'est aussi été son truc là. C'est soit les badass, soit les mentors. Ça a été et il peut faire les badass mentors aussi. Il peut faire les badass mentors. Donc oui, dans Batman Begins, il fait Ra's al Ghul. Alors au début, il fait pas Ra's al Ghul. Oui, il fait pas Ra's al Ghul. Il fait l'aide de camp de Ra's al Ghul et c'est ça qui est joué par Ken Watanabe d'ailleurs. C'est ça le twist. Le japonais de service. Voilà. Mais en fait, c'est pas lui. En fait, lui. C'était lui depuis le début. Voilà, c'était lui depuis le début, Ra's al Ghul, donc qui est le maître spirituel et martial de Bruce Wayne dans sa quête d'identité et de vengeance lorsqu'il quitte Gotham avant de revenir dans l'Homme Chauve-souris. Tu sais que je suis un Batmanologue et un Batmanophile assidu, même passionné, on va dire. Et je crois que c'est à quelques détails près. Il y a plein de détails qui me dérangent, mais je crois que c'est une de mes adaptations de Batman préférées. Je préfère même à Dark Knight. Moi, je préfère largement Dark Knight parce que d'un point de vue cinématographique, en fait, Dark Knight est vraiment beaucoup mieux. Là, il y a un gros problème dans... Dark Knight a d'autres défauts qu'on reviendra sur oui. Quand on parlera de Dark Knight, mais je trouve qu'en tant que film, en tant que origin story, je trouve que c'est ce qu'on pouvait faire, pas forcément de meilleur, mais je pense que c'est vraiment oui, en fait, c'est le plus réussi, quoi. Simplement, il y a plein de détails que j'adore. J'adore Christian Bale, il est super, mais pas uniquement en Batman. Il est génial en Bruce Wayne. Il y a la scène où il arrive et il achète littéralement, il sort son chéquier pour acheter le restaurant où il se trouve. Il joue le connard que devrait être Bruce Wayne. Tu sais, ce mec, le mec des soirées pince-fesses, tu vois. Oui, il est génial. Son Bruce Wayne est génial. Le masque, c'est Bruce Wayne, en fait. Oui, mais en même temps, il n'oublie pas que ça reste Bruce Wayne. Je suis pas complètement pour la littéralité du message de c'est Batman le personnage et que Bruce Wayne est le masque. Je suis pas complètement d'accord là-dessus parce que beaucoup de l'alchimie entre Alfred et Batman, c'est Batman et c'est Bruce Wayne et Alfred, tu vois en fait. Oui, non, mais le Bruce Wayne mondain, ce n'est pas le Bruce Wayne que Alfred connaît, tu vois. Oui, voilà, c'est une couverture. Et il y a beaucoup de trucs que j'aime bien, d'adaptation. Tu vois, au début, les gens disaient « Ah merde, qu'est-ce que c'est que cette Batmobile ?» Mais en fait, c'est une Batmobile cohérente par rapport à son temps. C'est un Bat-char d'assaut. C'est pas mal fait. De la part d'un mec comme Nolan, qui fait énormément d'adaptations et qui te demande énormément, toi, spectateur, pour croire ce que tu es en train de faire, parce que il est en train de faire quand même un film très, entre guillemets, réaliste. Oui, je parle de réaliste. On parle d'un mec qui fait un stage chez Ninja et qui revient. Et mais en fait, c'est ça. Qui est méga balèze. C'est qu'en fait, le parti pris de Batman Begins, contrairement à justement au Batman précédent, etc., c'est que ils se sont dit qu'est-ce que ça pourrait être un Batman dans notre monde de tous les jours, en fait. C'est ça un peu l'idée. Et du coup, effectivement, la Batmobile, c'est plus l'espèce de Batmobile fantasmé de chez Tim Burton, c'est un char d'assaut parce que ça doit être fonctionnel et blindé parce que c'est sa vocation, etc. Et tout le film, en fait, effectivement, prend cet angle réaliste, entre guillemets, même si évidemment t'as les pouvoirs de Ra's al Ghul, même si c'est pas les mêmes que dans le comics, mais t'as un côté le final où on empoisonne toute la ville, qui est vraiment un final de comic book. Oui, comic book, mais comic book, ouais. Mais en même temps, moi, ça me dérange pas. C'est ce que je suis venu voir. S'il y avait vraiment un point faible sur ce film, j'adore l'humour en plus de ce film. Je trouve très très drôle. Je trouve très drôle en tant que Bruce Wayne, où il se tourne vers Lucius et il lui fait, à propos de la voiture, il dit Does it come in black? Je trouve ça génial. C'est vraiment, il est très marrant, il est très spirituel. Et en même temps, en tant que Batman, où le mec il fait No, I swear to God, et le mec il fait Swallow me. Et ça, putain, genre c'est vraiment des bons moments, de purs moments de jouissance Batman que j'aime. Et c'est pour ça, je pense que en tant que film, il se tient de manière plus cohérente que Dark Knight, qui par exemple t'envoie un moment à Hong Kong et tu reviens et tout ça. Même si les méchants sont beaucoup plus intéressants dans Dark Knight. Hein. En fait, moi le problème c'est que Cathy Holmes. Non, oui, Jessica Chastain, mais en fait, moi je l'ai revu et je trouve qu'il vieillit excessivement mal pour plein de trucs. C'est que déjà, un Christopher Nolan à cette époque-là ne sait pas filmer l'action. Je veux dire, les bastons sont abominables. C'est des types habillés tout en noir sur un fond ocre noir, filmé de près en shaky cam, en montage cut. Tu ne comprends rien. À la fin, t'as les titres qui sont par terre, t'en as un qui est debout et ça continue. Ça ressemble à rien.
Il y a aussi spirituellement, c'est comme ça que devraient être des combats Batman, c'est-à-dire. Ouais, non mais là, boum et les mecs sont à terre. Non, oui, mais en tant que film, c'est pas très intéressant. C'est pas filmé correctement. Enfin, t'as 10 000 façons de filmer ça. T'as 10 000 façons de filmer une baston, même cut, etc. Enfin, je veux dire, on a déjà parlé de Tsuyark, etc. Là, le type, clairement, il sait pas filmer le truc et il prend le truc le plus simple entre guillemets pour ça fait vraiment cache-misère quoi. Et ça se voit. Et ça se voit à plein de trucs. Et ouais, et moi je trouve que c'est un film qui vieillit assez mal en fait. Moi je l'ai revu et je l'ai trouvé je le revois régulièrement. Moi j'ai trouvé vraiment passablement chiant en fait. Pas mauvais, mais vraiment je me fais chier. Et c'est aussi un peu le problème d'ailleurs d'une manière générale avec les origin story des super-héros. Comment tu le situes par rapport à Iron Man par exemple? Mais je préfère Batman Begins à Iron Man par exemple. Iron Man 1? Ouais, Iron Man 1. Mais je suis pas un grand fan de Iron Man 1, moi. Donc, j'aime bien Iron Man 1. Je trouve que c'est un des trucs, une des origin story les plus limpides. Et c'est aussi parce que c'était le premier et ils avaient pas à penser à faire tout un univers derrière. Et c'est que ils ont tout mis, ils ont tout donné. Iron Man, c'est pareil. Mais je mets un peu dans le même sac, c'est-à-dire que c'est des films qui sont pas excessivement mauvais. Enfin, je veux dire, c'est pas Green Lantern par exemple ou voilà des trucs comme ça, mais c'est pas des films qui passé le premier visionnage en fait gagnent à vraiment qui gagnent vraiment en saveur ou quoi que ce soit au contraire sauf pour les gifs de Robert Downey Jr. Oui, ça mais qui se lasserait des gifs de Robert Jr. Donc voilà, moi Batman Begins c'est un film que voilà, à chaque fois que je le revois je l'aime un peu moins. Et voilà, enfin toute la partie au Tibet qui est super longue. Voilà, enfin voilà, je suis pas excessivement fan de Batman Begins. Voilà. Et puis même là, voilà, je pense pas qu'on aurait pu faire de meilleures. Je pense pas qu'on aurait pu faire une meilleure origine en même temps avec ce parti pris en fait. Possible, ça tout dépend après, mais voilà, c'est pas ça se regarde. Puis aussi il y a un truc alors ça va revenir dans le cinéma de Nolan, alors que c'était peut-être sa force au tout début de son cinéma, mais c'est un film où sur la fin t'as tous les 3 plans, c'est un plan de coupe sur quelqu'un qui te réexplique les enjeux de la scène, genre quand t'as le métro qui fonce sur la tour Wayne, parce que justement c'est là qu'il y a le réservoir et qu'il y a la bombe machin. Tous les 3 plans, tu reviens sur un ingénieur machin, sur un truc comme ça qui dit attention, ça va vaporiser dans toutes les villes. Ce n'est pas très fin. Et genre, mais c'est littéralement tous les 3 plans. Et au bout d'un moment, tu sais, t'as envie de lui dire j'ai compris, je crois, la première fois en fait, quand on me l'a dit que ça allait être dangereux et que tout le monde allait devenir fou. D'ailleurs, on le voit. Ça, par contre, c'est un truc que j'ai bien aimé. C'est l'exploitation de la peur, en fait, mettre la peur au centre du film et de Batman, en fait. Oui, alors qu'il reprend en fait des éléments qui existaient déjà dans les films de Burton. Oui, mais là c'est vraiment les chauves-souris. Voilà, là il se l'est vraiment accaparé. Enfin vraiment, je sais pas pour rien. Oui, il l'utilise pour créer la peur. Voilà, pour créer la peur. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est l'épouvantail le méchant entre guillemets principal à côté de Ra's al Ghul. C'est que justement tu fonctionnes sur cette mécanique. Batman qui provoque la peur, Batman qui lutte face à ses propres peurs aussi. Voilà, ça c'est par contre la partie peut-être la plus intéressante du film aussi. D'un point de vue de construction du personnage. Où est-ce qu'on va le mettre? En sachant que c'est quand même mon Alfred préféré et aussi mon Gordon préféré. Oui, c'est vrai. Gary Oldman. Ouais. Ah oui, non mais ça c'est sûr vraiment, c'est vraiment des super acteurs. Et bien sûr Liam Neeson qui joue cette espèce de méchant surprise. Il y a vraiment que Cathy Holmes là-dedans elle a l'air triste tout le temps. D'ailleurs, elle a été changée par la suite. Voilà. Voilà. Moi, je le mettrais en dessous de Gangs of New York personnellement. Non, mets-le-moi au-dessus de Gangs of New York. Je pourrais pas. Ok, au-dessus de Gangs of New York. Moi, ouais, voilà, pas au-dessus de. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Mais au-dessous de Hurt Locker. Au-dessous de Hurt Locker, oui, ça me va. Moi, très bien. Bah dis donc, ça va être chaud pour les suivants parce que comme je te dis, je suis pas très team Dark Knight. Enfin moins que. Oui, mais tu es pas très team Dark Knight, mais je pense que c'est ta vision de Batman qui entre en collision avec le film en fait. Non, je crois qu'il y a vraiment des passages de films que je supprimerais, mais. Oui, à ce moment-là, de Batman Begins, il y a aussi plein de passages que je supprimerais. Oui, je pense que clair. Les meilleurs moments de Dark Knight. Je te parle en point de vue de réjouissance de. Les meilleurs moments de Dark Knight, pour moi, ils atomisent les meilleurs moments de Batman Begins sans même sourciller. Bruce Wayne qui rentre dans l'aquarium avec les meufs, je trouve ça assez fort d'art. Et je trouve ça mieux que Val Kilmer et George Clooney réunis, quoi. Ah oui, non mais évidemment. Évidemment. Et Michael Keaton. On est bien d'accord.
Dernier film de cette liste, c'est un film de Pierre Morel qui s'appelle Taken. Bah voilà, Taken, c'est... Alors, moi, c'est un film que, personnellement, j'adore, Taken, le premier. J'adore le premier Taken. Voilà, j'adore le premier Taken parce que l'histoire, c'est une jeune fille américaine qui va à Paris, qui se fait draguer, parce que forcément, on est à Paris, ce sont tous des dragueurs. Elle se fait draguer par un type, elle se fait pister, et elle se fait enlever par des... Je sais pas si c'est des Tchécoslovaques ou des Croates, je sais plus ce que c'est. Bref. Albanais, ils sont Albanais. Des Albanais, c'est ça, c'est des Albanais. Parce que c'est bien sûr, c'est des mecs qui spécialisaient dans le trafic du la prostitution, le proxénétisme, tout et, ça. Et au moment de l'enlèvement, la fille arrive à appeler son père. Il y a cette fameuse phrase où le ravisseur prend le téléphone à la fille, et à l'autre bout du fil, c'est donc Liam Neeson qui est en fait un ancien de la CIA. Toujours en activité parce qu'il est dans le privé, je crois. En fait, il y a une histoire comme ça. Il travaille toujours en tant qu'agent secret dans le privé. Enfin, bref, c'est pas très très important. Et à cette fameuse phrase, il fait je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, mais je vais vous traquer, je vais vous trouver, je vais vous tuer. Et voilà. Et voilà. Et tout le film, il est posé là. Oui, c'est un vrai mème. Ouais. Voilà. Et tout le film posé là. Et après, ça tient promesse. C'est-à-dire que c'est un film où Liam Neeson débarque à Paris et il n'en a rien à foutre de rien. Mais vraiment. C'est Liam Neeson qui est là pour casser des bouches. Voilà, il est là pour casser des bouches. Moi, une de mes scènes préférées, c'est qu'à un moment donné, il se retrouve avec un pote à lui qui est agent secret français. Il est à table avec la famille de l'agent secret, et en fait, globalement, il comprend que l'agent secret sait des choses sur les Albanais qu'il veut pas lui dire. Et bah, lui, rien à foutre. Je crois qu'il torture la femme ou lui tire une balle dans la jambe. Enfin, genre à table, tu vois, genre, entre la fromage et le dessert, pouf. Hop, et puis il le menace, et il menace son ancien pote avec sa femme pour obtenir des renseignements. Plus tard, il va brancher un type au réseau électrique de l'immeuble et allumer la lumière pour le torturer. Enfin, t'as que des trucs comme ça. Il n'en a rien à battre de rien, et il y va à fond, quoi. Et c'est hallucinant, quoi. Ce qui est bien dans Taken, c'est qu'il y a une vraie simplicité. Oui, ça va. Très années 80. On se pose pas de questions. Pose pas de questions, et pour le coup, la mise en scène, elle est pas exceptionnelle, mais elle est suffisamment limpide, et c'est ça qui va faire énormément défaut aux suites. C'est suffisamment limpide pour que tu t'es vraiment mal lors des bastons. Enfin voilà, c'est aussi les bastons post Jason Bourne, etc. aussi. Faut aussi voir cette influence là. Et voilà, et ça fonctionne. C'est assez bien mis en valeur par la réalisation. C'est sans chichi. Oui, c'est super con. Enfin, c'est un film bête, mais tu vois, on parlait de notre guilty pleasure, et aussi oui, et ça se pose là, quoi. Voilà, je pense que Taken, on arrive un petit peu à... Exactement. Effectivement, c'est un bon candidat parce que c'est simple. Enfin, en fait, c'est simple, et ça essaye pas d'en faire plus. C'est simple, efficace. C'est bourrin. Voilà, c'est un film bourrin, qui est efficace et qui sait filmer son action. Voilà, moi je valide, moi ça me fait marrer. Voilà. Pour moi, c'est comme regarder un film de Steven Seagal de l'époque. Oui, voilà, Steven Seagal des grandes années, mais voilà, Justice sauvage, c'est Taken, voilà, c'était vraiment sur le même esprit, quoi. Sur un scénario de Luc Besson, donc... Oui, avec donc des étrangers, des flics corrompus et des Audi. Des Albanais, il n'y a pas un moment où il y a des questions d'arabe aussi, enfin c'est très... Si, parce qu'en plus le boss de fin, je crois que c'est un garde du corps arabe dans le bateau, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, bon, comme dit, les tenants, les aboutissants du scénario, bon, ils me sont un peu passés à côté avec au fil des années, quoi. Oui, je pense. Et oui, voilà, c'est un film qui tient vraiment c'est le pitch tient sur un post-it, quoi. C'est vraiment. Et c'était un carton monumental. Enfin, ça a été au moment où il est sorti, je crois que c'était le film français qui avait fait le plus rapidement d'entrée aux États-Unis. Enfin, c'était. Il a 220 millions au box-office pour un budget de 20. Et ça a continué un peu cette réputation qu'a Luc Besson de faire des cartons. Pour le prix de films philippins, quoi. Oui, voilà, c'est un peu ça. Non, mais voilà, il avait vraiment trouvé la formule. C'est genre mini investissement et grande rentabilité. En plus, c'est les productions EuropaCorp, donc énormément de placements produits. Ah bah oui, il finance son film, voilà, il connaît les circuits, quoi. Et il y a le point faible peut-être de ce film, c'est que, en fait, pour moi, c'est que j'adore Liam Neeson. Je trouve que c'est un super acteur. Mais ça a marqué sa carrière. C'est qu'au bout d'un moment... Ah oui, il a fait ça après. Il a fait du Liam Neeson à tel point que quand il me donne pas du Liam Neeson, je suis surpris. Mais genre, toujours en bien. Par exemple, tu vois, je pense à The Grey. Oui, le territoire des loups. Voilà, j'y suis allé en me disant, putain, ça va être Liam Neeson qui file des coups de poing à des loups. Pas du tout, hein. C'est pas du tout ça le film. Mais j'y suis allé pour ça. Et j'étais pas déçu, hein. Mais c'était autre chose. Et du coup, je pense que ça a un peu...
ça a un peu niqué, pas sa carrière, mais tu vois, son aura de grand acteur. Ah, mais oui, bah, de toute façon, tu regardes après par la suite. Tekken 2, Tekken 3, le truc où il est dans l'avion. Oui, voilà. t'avais aussi Sans Identité. Le truc où il est dans la nuit, où il doit sauver son fils dans la nuit, là, de l'année Ah oui, avec Ed Harris, là. Avec Ed Harris. Oui, je l'ai vu. C'est pas quelques. Non, je sais plus. Non, c'est pas quelques minutes après minuit. C'est. Je sais plus comment il s'appelle. Mais Balestek, c'est pas très. Voilà. C'est pas très bien. C'était pas très bien du tout. Mais oui, effectivement, après, il a fait plus que ça, en fait. Liam Neeson, quoi. Alors qu'il peut jouer dans de super comédies comme Love Actually. Mais... Oui, bah voilà, tout est possible. Où est-ce qu'on met Tekken 1 ? En sachant que c'est en plus réalisé par Pierre Morel, qui est réalisateur d'un de mes films chouchou, qui est vraiment par contre un de mes guilty. C'est Banlieue 13. Oui, bah moi j'ai un gros problème avec Banlieue 13. Ah non, il n'y a personne n'a de problème avec Banlieue 13. Si. Je ne t'entends plus. Plus. Est-ce qu'on le met au-dessus de The Chaser ? Ah, moi je mets comme en dessous de The Chaser. Ouais, mais tu vois, c'est un film équivalent, tu vois. Ouais, mais The Chaser, c'est en matière de mise en scène, de mise en valeur de l'action, c'est clair. On n'est plus du tout dans la même dimension. Enfin, là, je te parle juste de plaisir ressenti. Ah, même de plaisir. Moi, je préfère regarder The Chaser, quoi. Donc, on le met au-dessus de. Je le regarderai avec plus de plaisir que Batman Begins, juste parce que c'est idiot. Moi, je le regarderai avec plus de plaisir que des mineurs, hein, personnellement. Est-ce qu'on le met au-dessus de des mineurs alors ? On peut le mettre au-dessus des mineurs. Mais je le mettrais même au-dessus de printemps, été, automne, hiver, personnellement. C'est. Voilà. Qui a pourtant aussi ce petit lot de, de violence gratuite. De violence gratuite et bien franche. Hein. Ah bah ça, la Corée ne déçoit jamais. Oui, de ce point de vue-là, la Corée fait mal. Bien écoute, voilà. Bah écoute, Tekken devient le 14e meilleur film des années 2000. Et il a beaucoup de chances de devenir un peu notre overdose. Oui, et a priori, il est bien parti pour. Bah, on remercie Tanuki pour sa liste. Merci, pour très bonne liste. Et on va tout de suite passer à la liste de Thomas. Bonjour Thomas, merci Thomas. Qui nous envoie une liste qui s'appelle Un cinéma crépusculaire d'Asie, certes, mais ils ont encore du bon, eux, contrairement à nous. c'est très très précis comme thématique. Ah oui. Et alors, le premier film de sa liste, c'est Le Samouraï du Crépuscule. Alors, ça tombe bien, je ne l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu. Non. Alors, de mémoire, c'est Tasogare Senbei. Et c'est un film de Yoji Yamada, qui fait partie d'une trilogie de films de samouraï. Alors, je sais plus, il y a Le Samouraï du Crépuscule. Je sais plus exactement le nom de tous ces 3 films. Mais c'est celui-là qui est le plus intéressant. Parce qu'il est incarné par Hiroyuki Sanada, qui est peut-être un de mes acteurs vivants préférés. Hiroyuki Sanada, vous le connaissez tous parce qu'il était le japonais dans Sunshine. Dans Sunshine, tout à fait, oui. Dans Sunshine, c'était lui dans Ring, et aussi c'était Hayato dans Sangukai. Donc c'est un acteur complet, c'est un mec qui sait faire des cascades. C'était un membre de la Japan Action Club, qui est l'association des cascadeurs japonais qui jouaient toutes les années dans du Sentai et toutes les séries live. Et il faut savoir un truc, c'est que ces mecs-là, c'est pas des rigolos. Hiroyuki Sanada, c'est un élève de Sonichiba. Et les cascades, on dit les Sentai, les trucs pour enfants et tout, mais les Japonais, ils risquent leur vie à toutes les cascades. Quand ils sautent d'une clairière et tout ça, dans le vide et tout. Oui, c'est vraiment une clairière, c'est des fous furieux. Je suis passionné de la Japan Action Club. C'est aussi lui qui fait le grand pote de Tom Cruise dans The Last Samurai, d'ailleurs. C'est lui qui fait le grand pote muet. Il dit presque rien. Et il a joué aussi dans Rush Hour 3, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'après, sa filmo, elle dépend beaucoup du fait que il est... ça dépend beaucoup du fait que Ken Watanabe soit disponible ou pas à Hollywood. En fait, c'est un peu ça. Hein, Et en fait, il est souvent décevant par rapport au rôle. Par exemple, moi, je le vois dans un staff, je fais « Ah, je suis trop content !» Vraiment, j'ai un crush sur ce mec. Je trouve qu'il est... D'abord, je trouve très très beau. Je trouve qu'il a un petit côté Toshiro Mifune, mais en plus, qui sait donner des coups de pied. Il est super charismatique. Enfin, c'est un type qui dégage énormément en un regard, en fait. Et c'est vrai que c'est un acteur qui dégage quelque chose de vraiment très fort, quoi. Et malheureusement, ces films, en général, il est appelé pour les films américains, donc il a fait les 47 Ronin avec Keanu Reeves. Il faut bien manger, il faut bien manger, je veux dire, c'est le cas de tout le monde. Hein. Il jouait Shingen dans The Wolverine, donc le 2e. Tu sais, Wolverine contre les ninjas. Oui, et la truc à neige, là aussi, oui, je me rappelle.
Un film qui a au moins le mérite d'être moins pire que le précédent, tu vois. Ça aurait été dur quand même de faire pire que le précédent. Hein. Oui. Ça aurait vraiment été dur. Et il a joué dans un de mes films préférés. Alors je ne l'ai pas mentionné dans les années 90. Et c'est un film que peu de gens ont vu, mais qui est sorti en salle, qui s'appelle Sharaku. Personne ne l'a donné en liste. Et c'est un biopic sur le peintre Sharaku, qui est un peintre légendaire comme Hokusai. Et c'est un biopic extraordinaire. Je le cherche. Si vous avez un... il n'existe pas en DVD, il est sorti genre en 96 ou 95, qui est l'année, tu sais, où on passait de la VHS au DVD. Oui, c'était la transition. Et il y a plein de films comme ça qui ne sont jamais sortis parce qu'ils sont trop... Trop confidentiels ou... confidentiels, ouais, c'est peut-être ça le mot. Au Japon, il est dispo, mais par exemple, j'ai envie de le montrer aux gens. J'adore ce film, Sharaku, mais je ne l'ai pas en VO sous-titré tel qu'il est sorti. J'ai essayé de le chercher important, mais introuvable. Donc voilà. Oui, ça t'es sûr qu'avec le Blu-ray, il sortira pas non plus. Enfin, tu vois, chaque nouveau format réduit le catalogue à chaque fois sur certains... à la marge. Je sais pas si t'as déjà remarqué. C'est exactement ça, c'est que ils prennent... c'est exactement ça, ils prennent un bout et puis il en reste, il y a des chutes et les chutes elles disparaissent. Ouais. Moi c'est pour ça que j'ai toujours des films en VHS parce qu'ils ont jamais été réédités par la suite. C'est que t'es un mec bien, toi. Bah oui, t'as vu ça. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de ma passion pour Hiroyuki Sanada. Et Tasogore Senbei, donc c'est l'histoire d'un samouraï crépusculaire évidemment, comme l'indique un peu la liste, puisque il est veuf et il élève ses 2 filles. Et c'est un samouraï qui a vraiment pas beaucoup de moyens. C'est pas un Ronin, hein, mais enfin il a pas de. Je crois pas qu'il a de maître, mais en tout cas c'est un samouraï dans la dèche. Et c'est ça l'idée du scénario. Et comment et alors et tout le monde se surprend. Tous les autres samouraïs se demandent, mais comment c'est possible qu'un samouraï puisse s'abaisser à ça et faire des choses de la classe ouvrière, cultiver des légumes, tu vois, enfin, comment il peut s'accommoder de rien, en fait. Tasogore Senbei, c'est l'histoire d'un samouraï modeste, en fait, qui désire vivre sa vie et s'occuper de ses gamins, et c'est ça qui est intéressant dans ce film. Un film mélancolique, et qui réussit assez bien, en fait. C'est une vision différente du samouraï que celle qu'on a l'habitude de voir, quoi. J'espère que je t'ai donné envie. Tu m'as donné envie de le voir. Figure-toi. Non, vraiment, c'est un très très bon film. C'est pas non plus le Unforgiven du samouraï. Ouais, voilà, c'est pas le Unforgiven du samouraï parce que y a pas l'enjeu, il y a pas l'enjeu de survivre. C'est un mec qui aspire vraiment à une normalité. Et en plus, c'est un film très très beau par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les cinémas japonais de cette époque. On va le redire peut-être plusieurs fois, mais le cinéma japonais des années 2000, c'est la chute niveau qualitative, parce que déjà Kurosawa est mort, mais en plus il y a ce qui pouvait arriver de pire au cinéma japonais, c'est qu'ils se mettent à adapter des mangas, en fait. Ça va devenir l'un des grands credos, effectivement. Ils se mettent à adapter. Le cinéma aujourd'hui japonais, tu regardes le cinéma tel qu'il sort maintenant en salle, c'est que des adaptations, pas forcément de manga, mais parfois des séries télé qui sont transformées en films. C'est vraiment genre il y a zéro idée, quoi. Bon, moi ils sont raccord avec les Américains. Hein. Et là en l'occurrence c'est l'adaptation d'un roman, ce qui est pas mal, hein, mais voilà, ça c'est encore un film où il y a de grands acteurs et avec une bonne, servi d'une bonne histoire. Aujourd'hui, maintenant, les films de samouraï tels qu'ils sortent au Japon, quand il y en a, ils ont tous des twists. C'est soit du LOL, soit... soit ils ont des twists, ou soit c'est Kenshin. Hein, voilà, c'est globalement l'esprit. Et tu sais que le pire, c'est que Kenshin n'est pas n'est pas nul à chier, quoi. Il y en a eu combien des films Kenshin? Il y en a eu... Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4, je sais plus, un truc comme ça. Je crois qu'il y a la première partie, il y a la partie où il va à Kyoto, et puis je crois qu'il y a la fin. Parce que moi, j'ai vu que le premier, donc j'ai pas spécialement insisté. Je l'ai vu dans l'avion, et j'ai fait... Ok, ça passe. Comparé au film live de Ranma, en fait. Oui, c'est ça. ou de Phoenix Wright, tu vois. Je vois tout à fait. Donc c'est à moi la responsabilité de... Ah oui, à toi, entière. Pleine et entière. Moi, j'ai pas mon mot à dire. Au-dessous de Up et au-dessus de The Chaser. Ok, de toute façon, je ne peux pas argumenter, donc fais comme chez toi. Eh ben pour une fois que ça arrive, en fait, parce que d'habitude c'est plutôt moi qui te cède la place, mais... Cette mauvaise foi. Non, c'est vrai que en général je choisis plutôt des trucs où je sais que tu vas
avoir plus de répondants que moi ou j'essaye d'alterner en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et en général, je fais en sorte que ce soit plutôt toi qui sache que moi. Mais le deuxième film de la liste de Thomas, tu le connais, c'est Zatoichi. Ah bah oui, Zatoichi, donc la version par Takeshi Kitano, parce qu'il faut savoir que Zatoichi, c'est une série de films au Japon plus que légendaire. Enfin, il y en a eu... je sais plus, il y en a combien, 20 ou 25 dans les années 60 à 70. Ah oui, il y en a eu 25 facile. Voilà, donc c'était, c'est presque un roman populaire cinématographique. Il faut le voir comme en fait, D'Artagnan. Il faut le voir oui, comme voilà, D'Artagnan. C'est ça. C'est un roman populaire cinématographique, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'ils en faisaient un ou deux par an, même parfois, je crois qu'il y a certaines années, il y en avait genre 2-3 qui sortaient en même temps. Enfin, c'est une institution, quoi. Zatoichi, le sabreur aveugle, qui est ma sœur, qui est ma sœur et qui donc cache complètement le fait que ce soit un mec super badass, quoi. Voilà, c'est ça, c'est que et qui parcourt le Japon et puis voilà, c'est le Shambara tel que c'est l'équivalent du western pour les Américains. Il y a ce côté-là avec le personnage solitaire avec ses habilités, qui à un moment donné croise d'autres personnages qui sont dans le besoin, et puis de fil en aiguille il devient la personne idéale pour sauver la situation, quoi. Et donc là c'est la version par Kitano, avec Kitano, un Zatoichi blond pour l'occasion. Au début ça surprend et en fait on y prend goût en fait presque. Oui, ça fait partie des. En fait ça permet de poser en fait comme tu dirais la note d'intention de Kitano, parce que c'est pas un film qui s'inscrit totalement dans la tradition des Zatoichi des années 60 à 70, parce qu'il y a plein de petites touches de modernité en fait à différents niveaux. Que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans les décors ou dans la direction artistique. Enfin, tu vois, pareil son sabre, il a un manche rouge pétant. Enfin, tu sais, il y a une utilisation des couleurs qui est assez moderne en fait. Il est un petit peu flashy et à l'image des vêtements qui sont designés par Yohji Yamamoto, qu'il a suivi de Dolls, je crois. Voilà, donc il y a une espèce de façon de moderniser, enfin pas moderniser, mais en tout cas placer le film dans un espace-temps qui est pas dans la reconstitution historique, mais qui est pas non plus complètement dans une version ultra moderne. Enfin voilà, il y a un côté un peu comme ça qui traverse le film, quoi. Et face à lui, il a Hattori, qui est joué par Tadanobu Asano, qui est aussi une belle gueule du cinéma japonais, qui est un peu comme Hiroyuki Sanada. On va le revoir dans Les Carreaux de cette Ronin. On l'a vu dans Silence de Scorsese. Et c'est l'asiatique qui joue Hogun dans Thor. Ah oui, d'accord, je vois. Tu vois, oui, donc c'est maintenant l'asiatique un peu de cet âge-là, tu vois, quarantenaire. Quarantenaire beau gosse, quoi. Ils ont des placards avec des tranches d'âge par asiatique. Non, mais maintenant, aujourd'hui, il y a plus de choix quand même. Oui, heureusement, quoi. Et voilà, il est très flashy à tel point que la fin me déçoit un petit peu. Moi, c'est un film que j'ai toujours trouvé un peu étrange. De toute façon, le cinéma de Kitano, on en a déjà parlé en long, large à travers. C'est un cinéma qui aime bien jouer du contrepoint, de l'incongru. Tout d'un coup, il va être baroque et tout d'un coup, il va basculer donc ça, c'est la marque de fabrique dans la gaudriole. C'est vraiment la marque de fabrique de Kitano. On la retrouve là avec des séquences beaucoup d'utilisation du décalage aussi. C'est pas juste de l'humour qu'on pourrait retrouver chez Bujunu, c'est vraiment de la grosse gaudriole, quoi. Oui, et voilà, moi le Zatoichi de Kitano, c'est un film que voilà, j'ai jamais trop réussi à rentrer dedans. Je sais pas, je le trouvais pas. Ah, moi j'ai pris plaisir à le voir. Je le trouvais pas aussi maîtrisé que ce qu'il faisait avant, ou aussi décalé que ce qu'il a pu faire sur d'autres films. Enfin, je sais pas, moi il y avait un truc un peu, je sais pas, un peu entre deux qui me parlait moins. Et il y avait des scènes entières où je me demandais ce que je foutais là. Et c'est assez étrange. Il faut quand même dire que c'est le dernier film de sa grande période. Je pense que après il va avoir une espèce de passage à vide. Ah oui, après de toute façon, il a déjà fait le mec a déjà fait les films de sa vie. Oui, de toute façon, en tant que cinéaste, effectivement, Kitano n'a plus rien à prouver, enfin, littéralement, hein, vraiment, il n'a plus rien à prouver, et effectivement, il a donné le meilleur de lui, on en a déjà parlé, et j'espère qu'on en reparlera, et effectivement, c'est peut-être
le film de pivot effectivement qui va faire basculer sa carrière vers un pendant moins fort quoi. Le dernier film où il y a quand même une grosse ambition de mise en scène pour lui quoi. Ouais peut-être ouais, mais voilà, comme dit moi c'est un film que voilà, j'ai pas énormément d'affection pour, mais c'est peut-être justement pour son côté enfin tu sens que c'est le moment de la cassure et qu'après bon bah ça va partir un peu en cacahuète quoi. Où est-ce qu'on le met? Alors bah moi je le vois au-dessus de Batman Begins par exemple. Ouais, je le vois au-dessus de Batman Begins. Oui, mais clairement. Je le vois en dessous de Des Mineurs personnellement. Ah non, je préférais revoir Zatoichi avec Des Mineurs. Ouais. Bah tu peux mettre Zatoichi au-dessus, moi ça me dérange pas plus que ça. Je le mettrais sous Chaser, mais au-dessus de Tekken. Ah moi je le mettrais quand même en dessous de Tekken. Ok, deal. Mais bon, c'est pas bon. Ah, finalement, tu vois, on est... Non, mais là, pour l'instant... j'ai envie que l'épisode soit plus court aussi. Ah, la moyenne pression. Eh bien, on remercie... Non, il reste encore... Mais il reste encore un film, Daniel. Un film sur la liste de Thomas. Et ce film, c'est Ip Man. Ah Grand putain de film. Ah, ça fait très plaisir qu'on parle d'Ip Man, tu vois. Ne serait-ce que parce que dans Ip Man, il y a... Donnie Yen. Évidemment. Le grand Donnie Yen. Et je pense que... Alors, je pense qu'il y a des films plus violents de Donnie Yen. Oui, mais celui-là, martialement, c'est le plus fou, quoi. Ip Man, c'est encore une fois une version du personnage de... Du maître de Bruce Lee. Voilà, du maître de Bruce Lee. Et donc, c'est comme on l'avait déjà abordé au moment de Il était une fois en Chine. Enfin, ça fait partie de ces personnages semi-historiques, semi-populaires aujourd'hui. Voilà, sauf que là, vraiment, c'est un vrai biopic. Voilà, sauf que là, cette fois-ci, effectivement... Ils ont essayé de restituer tout l'ambiance de l'époque, c'est-à-dire avant l'occupation japonaise. Et en plus, ils ont mis Donnie Yen. Donnie Yen fait un vrai grand travail d'acting sur Ip Man. Quelque chose que, par exemple, Jet Li n'aurait jamais pu faire. N'aurait jamais pu. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je suis tellement content qu'on parle de Donnie Yen, parce que c'est un artiste martial exceptionnel, c'est un chorégraphe de génie, et c'est un bon acteur. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aime beaucoup Jet Li, c'est pas la question, mais Jet Li ne pouvait pas... Jet Li sait pas jouer. Jet Li ne pouvait pas jouer tout, voilà, c'était... c'est pareil, Jackie Chan, je l'adore, mais... Jackie Chan, on l'a vu, il peut faire que du Jackie Chan. Voilà, Jackie Chan, il est génial quand il fait du Jackie Chan. Dès qu'il fait du New Police Story, là où il se vomit dessus et tout au début, c'est plus du Jackie Chan et tu fais... Dès qu'il sort de son registre, il est pas dedans en fait. Il y retourne presque de manière naturelle. Il sait qu'il peut faire que ça. Et même les films qui commencent dramatiques, il finit genre waouh, j'ai marché sur une peau de banane quoi. Voilà. Et là, Donnie Yen, effectivement, comme on l'a dit, c'est un film historique. C'est un film d'arts martiaux, mais c'est un film historique. Et Donnie Yen, il arrive à donner la substance au personnage et à avoir les capacités martiales en complément. Et du coup, ça fonctionne vraiment plutôt bien, quoi. Ah non, ça fonctionne très très bien. Je crois que c'est un des films que j'ai le plus regardé par petits bouts sur YouTube. Genre, il y a des moments, tu sais, où j'écris des articles et j'arrive à 3h du matin et je suis découragé par la vie. Un morceau de Ip Man. Et là, je me fais petit combat de Ip Man et ça repart quoi. Je me fais le combat. Par exemple, Ip Man est un maître d'arts martiaux donc qui a inventé le Wing Chun, enfin un des grands experts du Wing Chun. Plein de gens viennent faire ce qu'on appelle en japonais du dojo yaburi, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent le défier, dans son dojo. Les différentes écoles en fait, viennent pour essayer de se confronter au maître pour tester leur technique et aussi affirmer leur puissance ou pas quoi. Et du coup, un des premiers combats, c'est ça qui est génial avec Ip Man, c'est que ça reste comme violent, c'est des arts martiaux et tout ça, mais c'est quelqu'un qui contrôle sa violence. Et ça, c'est très très important, puisque, par exemple, dans le premier combat, il va se battre contre un gars qui le défie chez lui, mais il va tout faire pour rien casser. Voilà, sinon sa femme va gueuler. Voilà, il y a cette séquence hallucinante avec la tasse de thé, où justement il est autant attentionné sur son adversaire que sur le décor. Donc du coup, t'as tout un jeu, toute une mise en scène. Avec le décor aussi qui est avec formidable. Un dynamisme qu'on voit plus le cinéma de Hong Kong est plus ce dynamisme depuis très longtemps. Alors c'est vrai que c'est Wilson Yip qui réalise et Wilson Yip il sait exactement ce qu'il faut faire pour réaliser pour Donnie Yen en fait. Il a réalisé Dragon Tiger Gate, SPL, Flashpoint. C'est un mec qui sait exactement ce que va faire Donnie Yen
Et je pense que c'est oui, et puis c'est le bon réalisateur pour ce mec, quoi, en fait. C'est un type qui a Wilson Yip, c'est un type qui a parfaitement compris que notamment quand tu fais un film avec Donnie Yen, la star c'est Donnie Yen, et je pense même que, à mon avis, il y a une vraie synergie entre les deux au moment de filmer les bastons, quoi, parce que je pense que Donnie Yen s'entend bien avec ce réalisateur parce qu'il laisse aussi à un moment donné, il doit avoir la main sur la mise en scène lors des combats parce qu'il faut aussi les chorégraphies, etc. Enfin, et tu sens que le type il sait à un moment donné que c'est Donnie Yen et que de toute façon ça va fonctionner si on lui donne l'importance et si on le met en valeur comme il faut, quoi. Et en termes de film, il y a juste un défaut que je trouve à peu près pour presque tous les Ip Man sauf le 3, c'est que le combat final est toujours moins intéressant, en fait. Puisqu'en fait, c'est là le degré politique de ce film de Kung Fu, c'est que à chaque fois c'est des histoires où le Japon envahit la Chine, donc il y a une vraie occupation et il y a une vraie terreur. Lui est abaissé physiquement, donc il est du coup un peu moins performant, peut-être moins impressionnant, et surtout c'est des combats genre qui sont en sa défaveur, genre il y a un boxeur ou alors c'est des karatékas, ça devient du mix d'arts martiaux, et en général pour prouver que le Wing Chun est évidemment supérieur à tous les autres. Voilà, de toute façon la dimension politique du personnage effectivement est centrale. Et c'est passionnant. C'est passionnant à voir, c'est beau à regarder. Je vous dis, c'est pas un hasard si c'est un des films que j'ai le plus regardé sur YouTube avec Drunken Master 2, quoi. C'est vraiment à tel point, j'adore ce film. Où est-ce qu'on va mettre Ip Man ? Où est-ce qu'on va mettre Ip Man ? En sachant que c'est peut-être pas le film où il y a les... Parce que dans le 2, il y a vraiment des morceaux de bravoure aussi. Hein. Ah oui, et puis même dans SPL, il y a des trucs aussi. Le combat contre Sammo Hung, c'est... c'est genre... Sammo Hung qui va revoir dans Ip Man 2. Oui, exactement. Où est-ce qu'on met moi, je le mets très haut. Hein. J'adore ce film. Vas-y, dis-moi. Je le mets sous OSS. Ah, je le mettrais peut-être juste sous Shaun of the Dead. Je laisserais Shaun of the Dead au-dessus. D'accord, go. Ip Man devient donc le 6e meilleur film des années 2000. Et si vous l'avez pas vu, les gars, payez-vous le DVD, VOD, tout ce que vous voulez. Faites-vous une soirée film de Kung Fu. Vous allez voir. Surtout qu'en plus maintenant, tu dois avoir un coffret avec les 3 Ip Man qui doit exister, non ? Je pense. Au moins, t'as les deux. T'as les deux premiers, quoi. Donc, Et le 3e est un peu particulier, mais ouais. Les 2, les 1 et 2 sont vraiment chouettes. Et même le 3, il y a des choses, quoi. Et vraiment, c'est un bon acteur. C'est un mec qui est consciencieux dans son travail, qui est appliqué dans son art. Maintenant, il va arriver à l'âge où il pourra plus faire des films d'action. Là, il a déjà passé la 50aine. Mais quel grand acteur martial. C'est... en fait, c'est dommage. Et une reconnaissance tardive, en plus. En plus, Donnie Yen, en fait, il a commencé à devenir une star de premier plan, c'est-à-dire comme Bruce Lee, c'est-à-dire vraiment les premiers rôles, etc. Je crois que c'est à partir de Flashpoint. Assez tard. Ouais. Et malheureusement, en fait, pour lui, c'est que Hollywood s'était déjà réapproprié les codes du film de Kung Fu parce que t'avais Matrix qui était passé par là, t'avais Kill Bill, etc. Donc ils avaient plus besoin d'aller chercher, comme dans les années 70, les films asiatiques, tu vois. Si Bruce Lee avait tellement marché, c'est parce que c'était Bruce Lee, mais aussi parce que jamais dans le cinéma américain, personne pouvait faire quelque chose qui ressemblait vaguement à ça. Donc ils avaient pas le choix que d'aller chercher Bruce Lee. Alors que là, Hollywood avait commencé à déjà bien digérer le kung-fu, les codes du cinéma d'arts martiaux, etc. Et du coup, ils sont allés moins chercher la distribution, elle est moins chercher ces films-là, et donc moins Donnie Yen, ce qui fait qu'il a pas eu la reconnaissance qu'il méritait, quoi. Et non, c'est vrai qu'il n'y a pas que des bons films. Ah non, mais là, il en a fait tellement. Mais je veux dire, tu prends ces 10 meilleurs, t'as de quoi faire, quoi. Ouais, c'est ceux qu'on a nommés en général, et puis il y en a. Mais même, tu vois, par exemple, il y en a un qui s'appelle. Il a un nom tout pourri, genre Kung Fu ou un truc Wushu. Oui, il s'appelle. C'est celui avec l'enquête. Ouais, avec l'enquête qui a un coup de nid. Swordsman, il s'appelle. Swordsman, voilà. Voilà, Swordsman. Ouais, il a 10 milliards de noms, putain. Ouais, il a 10 Ah oui, Swordsman, il est jamais sorti chez nous, pas distribué sous aucune façon, quoi que ce soit. Moi, je l'ai vu par des réseaux. Non, moi j'achète le DVD. Non, mais moi, à l'époque, j'avais pas réussi à trouver le DVD même chinois, ils étaient en rupture de stock.
Mais The Swordsman, il est vraiment exceptionnel, quoi. Et je te rappelle que la dernière fois que j'ai été chez toi, on s'est regardé en amoureux Kung Fu Jungle. Voilà, Kung Fu Jungle, avec un nom abominable, une pochette dégueulasse, mais en fait le film est cool. Ça delivers, il y a du coup de pied comme on aime. Il y a du coup de pied, et puis il y a ce respect du cinéma d'arts martiaux. Voilà, c'est le cœur même du film, en fait. On dirait pas quand tu vois la gueule de la pochette, mais en fait si. Voilà, on adore Donnie Yen, et on était un peu... On l'aimait avant Star Wars Rogue One et Triple X réactivé. On le connaissait. Mais moi, j'étais content de le voir dans Rogue One. Donc, tu sais qu'il a réalisé et fait la motion capture de Onimusha 3, je crois. Oui, c'est fort possible. C'est genre, c'est lui, quand tu vois les séquences d'Onimusha, c'est fucking Donnie Yen, quoi. Ah, putain, j'adore. Rien que d'en parler, j'ai envie d'aller sur YouTube direct. Mais c'est pas la bonne manière de regarder les films, je vous rappelle, les gars. Ne faites pas ça. On continue encore ? Ah bah oui, bien sûr, attends. On est chaud là. D'abord, on remercie Thomas pour sa liste. Merci Thomas pour ta liste, effectivement. Très, très bonne liste. Et on va passer à une liste qui nous est envoyée par Karel Kampfuis, pardon. Alors, je ne ferai pas l'affront de reprononcer ma... Non, Karel, redis Karel. Voilà, merci Karel. Et une liste qui s'appelle Deux dédits et de l'amour. D'accord. Et voilà, c'est des films qui nous dédient à chacun et puis un qui l'aime. Voilà. Tout aussi simple. C'est très simple comme thématique. Voilà. Mais alors, je peux te dire, je crois qu'il y a des films dont il a été le seul à les proposer, c'est pour ça que j'ai sélectionné. Et le premier film t'est dédié. D'accord. Et il sait que il sait que tu l'as vu. Et c'est Samouraï de Giordano Ghederlini. Oh putain. Oh la vache. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Accrochez-vous voilà. Parce que ça va être chaud bouillant, les amis. Alors, je ne peux pas parler de Samouraï sans parler. D'ailleurs, je pense qu'il a même peut-être lu sur Sens Critique parce que c'est peut-être ça qui l'a guidé jusqu'ici. Mais je ne peux pas parler de ce film sans parler de l'anecdote qui entoure sa sortie au cinéma. Ah, tu veux parler de B-Movie ? Non, une anecdote qui m'est vraiment... personnelle ? Oui, personnelle, oui. Ah, vas-y, shoot. Donc, le film était sorti... alors, je sais plus, t'as l'année exacte, je me rappelle plus... Oui, c'est 2002. 2002. Et juste un peu de contexte, c'est à l'époque où Canal+ lance son studio d'écriture dédié genre au film de série B mais un peu plus luxueux. Voilà, parce que c'est un film français en fait, ce qu'il faut savoir. Qui s'appelle B-Movie et ils ont commencé avec Samouraï et l'année suivante ils ont fait Bloody Mallory, je crois. Oui, c'est ça, voilà. Donc voilà. Ça pose un peu le truc. Donc, amateur de bons films, voilà. Donc le film sort au mois de juin 2002. Je ne sais plus l'année, mais je savais le juin parce que le mois parce que c'était en pleine fête du cinéma. Donc c'est le moment où tu vas voir tous les films qui sont à l'affiche. Enfin, déjà on l'avait déjà expliqué, c'était l'époque où commençait à y avoir les cartes illimitées, mais là la fête du cinéma c'était l'occasion ou jamais. Et donc arrive le moment fatal où t'as vu tous les films et ta journée est pas terminée, donc du coup tu te dis bon hop, on va aller voir la suite. Et donc il y avait Samouraï, film français qui n'a rien à voir avec Alain Delon ni Jean-Pierre Melville. Non, rien du tout. Et donc je rentre dans la salle. Et l'affiche, faut partir du principe que l'affiche est immonde, un espèce de d'imbroglio avec un mec typé banlieue entre guillemets, parce que c'était aussi la grande époque où on mettait des mecs avec un parler banlieue comme Jamel. Alors, je sais pas si c'était déjà Jamel mais c'était un peu ce côté-là pour faire les comics sidekick. C'était vraiment un truc qui était super à la mode. Donc un type qui fait le zouave comme ça au milieu de l'affiche avec des couleurs vertes, rouges, absolument immondes. C'était beaucoup de gens pensaient que c'était un film Besson, des productions Besson, alors que pas du tout. Et donc voilà tout ce que je voyais. Mais par contre c'est le truc le plus brochette fromage qu'on ait jamais pu produire en termes de cinéma français. Et je rentre dans le film et donc le film commence. Enfin c'est une histoire de démons. Alors tu veux que je te la fasse japonais, Alors il faut que je dise un truc. C'est que le film est disponible sur YouTube et là vous avez le droit les mecs. Vous avez le droit, il est disponible en VO et VF. J'ai vérifié avant. Et donc c'est l'histoire d'un démon au temps des samouraïs, tu vois, c'est très au temps des samouraïs, mais bon, ça a l'air d'être plutôt filmé à Villiers-sur-Seine. Et c'est au temps des samouraïs et un jour en fait, on a compris que l'esprit de ce démon, il est éternel et il va de génération en génération. Voilà, exactement. Et il y a un commissaire qui essaye de le... un commissaire japonais, hein, c'est ça. Un commissaire japonais qui est joué par un super acteur, je crois, qui est joué par...
Yasuaki Kurata. C'est le meilleur acteur du film. Enfin, il n'y a pas à tergiverser. Clairement. Vraiment, c'est le seul acteur du film d'ailleurs. Bon, et alors accrochez-vous parce que là, ça va commencer à faire méchamment tiépi. Donc il traque ce démon. Et en fait, il suspecte le démon s'être réincarné dans le patron du multinational de jeux vidéo. Voilà. Qui fait des jeux de combat. Voilà. Et justement, ils viennent de sortir leur jeu de combat qui s'appelle Dark Bushido. Qui est, soit dit en passant, un des jeux les plus moches que t'aies jamais vu. C'est le truc, c'est qu'en France, ils n'avaient pas les moyens de faire un faux jeu. Donc en général, ils programmaient juste un bonhomme qui fait coup de poing, coup de pied. En plus, moi je pense c'est d'une laideur. Je pense qu'en fait, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, je pense que les séquences immondes de jeux vidéo que tu vois dans le jeu, c'est la vision qu'avaient les producteurs du jeu vidéo. Ils se disaient, le jeu vidéo, ça ressemble à ça. Je pense que c'est même pas flûte, on n'a pas le temps pour faire un truc bien. C'est non, ils se sont dit, putain, c'est génial, c'est exactement ça un jeu vidéo. Je pense que vraiment, c'est ça la pensée directrice du film, quoi. Le démon, si je me souviens bien, va tomber amoureux, mais il voit en Akemi, donc qui est la fille du commissaire. Non, du commissaire. Oui, du commissaire. C'est la fille du commissaire. L'opportunité de je sais pas, la mettre enceinte de lui-même. Oui, c'est ça. En fait, il veut faire renaître le démon. Ils se la font à la façon Rosemary's Baby dégénérée. Akemi qui est jouée par Mai Hanley, qui est pas du tout japonaise. Qui est pas du tout japonaise, comme son nom l'indique. Voilà, enfin, ils la font façon Rosemary version Lidl, où voilà, t'as une espèce de séquence où tu le vois enfanté par l'esprit la jeune femme dans ses rêves et tout. Il y a même pas de mots pour décrire la scène, quoi. Ça fait pas encore, c'est pas encore, on n'a pas encore atteint le niveau 0 de la pitié. Attendez. Et donc, elle va se faire protéger. Donc, Akemi va se faire protéger par deux personnages, donc les deux héros. Enfin, le héros qui s'appelle Marco, qui est sans doute le plus calé en arts martiaux des Français qu'ils avaient sous la main. Oui, et Marco qui a un charisme. Il est beau. Incroyable. Il est beau. Ah bah, il est beau comme un membre des To Be Free. Il est beau. Ouais, il ressemble un peu à. Il ressemble un peu à Philippe des To Be Free. Voilà, celui qui se fait latter par Dennis Rodman. Pour situer. Et voilà le moment où tout bascule, c'est qu'il est accompagné d'un sidekick qui s'appelle Nadir. Voilà. Alors, j'ai googlé son nom, c'est Saïd Serrari. Alors, j'ai rien contre aucun des mecs qui sont liés à cette production de ce film, mais ils ont fait un des plus mauvais films de cette décennie. Ah oui, non mais... Et lui... il est horripilant. Je vais vous expliquer juste. Horripilant. C'est Jar Jar Binks, mais en live. Voilà, exactement. Non, mais et il a la tête de Screech de Sauvé par le Gong. Et il arrête pas de dire waouh. Et en plus, il est lâche, il est veule, il est petit. Et il est bruyant. Il est bruyant. Il parle tout le temps. Il parle tout le temps. Et en fait, il intervient sans arrêt en hurlant, en gesticulant. Et c'est censé te faire rire. Enfin, tu comprends que c'est le comic relief. Sauf qu'il est insupportable. Et vraiment, et t'as ce côté, c'est pareil, je pense que de la même façon que les mecs croyaient que dans le jeu vidéo idiot et moche, c'était ça le vrai jeu vidéo, ils se sont dit, la banlieue c'est ça, c'est ces types-là, ce type-là c'est l'esprit banlieue, quoi. C'est petit wesh. Et alors, il arrête pas. Non, c'est horrible. Il arrête pas de fermer sa gueule. C'est comme si on avait mis Jamel Debbouze dans le corps de Jar Jar Binks, et en plus on lui avait filé un peu de drogue pour qu'il soit un peu excité. C'est nul à chier. C'est affreux. Et il faut voir. Alors oui, et puis alors tous les clichés banlieue, tout ce qu'on pouvait reprocher aux films production genre Taxi sont là. Oui, bien sûr. Le blanc c'est le héros, l'arabe est lâche. Et on l'a dit, il est veule, il est petit. Les noirs, il y a Omar Sy dans le film. Oui, il y a Omar Sy, ouais. Omar Sy fait à l'époque il n'est pas connu. Omar Sy il joue un espèce de gros caïd. C'est ça, les noirs trafic, voilà. Mais c'est des caïds au bon cœur. Et les asiatiques, c'est des Pokémon. C'est comme ça que. C'est comme ça qu'il les désigne, je crois d'ailleurs. Ouais, il appelle les Pokémon. Les Pokémon, ouais, tout à fait. Ce qui est très sympa. C'est vraiment. Et voilà. Donc ce film-là, il commence et je te jure, au bout de 10 minutes de film, je croyais que j'étais arrivé à la moitié du film. Je regarde ma montre, je fais putain de merde, il reste encore 1h10. Et alors, sur YouTube, tu peux accélérer. C'est ça qui est bien. Et donc le film commence et en fait, chaque scène est pire que la précédente. Enfin, c'est incroyable. Tu te dis, t'as déjà atteint le niveau 0. Et en fait, non, ça continue, il creuse. Et genre, au bout d'une demi-heure, je fais, non, c'est pas possible, là, je pourrais pas tenir tout le film. Et là, se produit Daniel.
je te le dis, hein, les yeux dans les yeux, entre hommes, je te le dis, se produit un miracle. Ce jour-là, j'ai vu un miracle. C'est-à-dire que la foudre a frappé le cinéma. Et je te jure, et c'est une histoire vraie, la foudre a frappé le cinéma au bout d'une demi-heure de film. Donc, moi, je le sais pas, je suis à l'intérieur. C'est-à-dire que les lumières se rallument, le film s'arrête. On fait putain, qu'est-ce qui se passe, machin. Ils nous laissent poiroter, je sais pas, 5-10 minutes. Et ils viennent, ils disent, on est désolé, la foudre a frappé le cinéma. La séance est suspendue, le temps qu'on mette les générateurs en place, etc. Donc ils nous font sortir. Et ils nous réunissent, ils disent, c'est indépendant de volonté, mais vous avez le choix, soit on vous donne un ticket pour la prochaine séance de Samouraï, soit on vous rembourse. C'était 1,50€ le ticket, je te jure, je me suis fait rembourser. Je te jure, je me suis fait rembourser ces putains de 1,50€. Jamais je me suis senti voler. Et pourtant, alors, tu n'as pas vu la fin alors? Je l'ai revu genre 12 ans plus tard. Il y a pas si longtemps que ça, parce que je me suis dit, je vais quand même un jour finir ce truc. Et effectivement, voilà, j'ai remis la main dessus et je l'ai revu. Mais ce jour-là, je te jure, j'ai vu un miracle et je me suis fait rembourser mes 1,50€. Est-ce que tu es d'accord pour spoiler 2 grands passages du film, à mon avis? Ah bah oui, vas-y. Qui est le méchant de la fin, enfin des boss. Il attaque donc Nadir, pardon. Excusez-moi, tous les gens qui portent le même nom que cet énergumène. Et il l'attaque, il lui balance un shuriken. Et là, Nadir fait un coup de pied sauté, tout pourri, mais vraiment genre du niveau, Laurent Boyer. Oui, mais je pense que c'était le premier coup de pied sauté qu'il ait jamais fait de sa vie. Hein. Et sa basket se décroche, la basket fonce sur le shuriken, et le shuriken il est repoussé par la basket et va se planter dans la tête du méchant. Voilà. Et ça, c'est la manière dont il tue. Et le méchant tombe ensuite sur son scooter. Il y a tout un truc sur le fait qu'il se... Oh, mon scooter. Et puis, quant au gentil, alors, pour battre le méchant, alors là, ça fait vraiment Tiepi, mais genre vraiment début de millénaire, quoi. En fait, ils acquièrent une super puce électronique qui va se planter dans son cou. Et en fait... Ce qui se passe pour vaincre le méchant, en fait, c'est les enfants qui sont en train de jouer à leur jeu tout pourri. Exactement. C'est lui qui fait les mouvements. C'est d'un niveau de cinéma, mais lamentable. Oui, et en fait, tout le problème de cette entreprise-là, c'est que on dit ça, enfin, parfois vous dites, ouais, mais il y a des films qui... Le problème, c'est que là, il y a aucun recul. C'est-à-dire que les mecs, ils ont fait ça, ils ont montré ça, ils se sont dit, putain, ça c'est cool, ça c'est jeune, ça va parler aux jeunes. Enfin, il y a vraiment ce côté... on vous prend pour des imbéciles parce que on est sûr que ce spectacle-là, il est fait pour vous et vous allez l'aimer, quoi. Vous aimez les kung-fu, les films de kung-fu, c'est exactement ça va pas plus loin que ça. C'est des gens qui n'ont rien compris de ce qu'ils sont en train de filmer, mais vraiment rien. C'est insultant au dernier degré. Oui, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en plus c'est insultant. Mais par contre, t'as pas de recul, t'as pas de parodie. Enfin, je veux dire, c'est un nanar puissance 10 000. Et d'ailleurs, il y a une fiche sur Nanarland, de nos camarades Nanarland. Je vous invite à aller la consulter si vous voulez plus. Et de le regarder sur YouTube surtout. Voilà, donc mais c'est ça le truc, c'est que voilà, parce qu'il y a d'autres nanars volontaires ou des choses comme ça. Non, là, on est vraiment pas dans ce cas-là. On est dans le cas du mec qui pense qu'il va faire le gros carton parce que ce qu'il fait, c'est cool, quoi. Ce qui fait le propre d'un nanar, c'est que le nanar, on le fait par accident, quoi. Exactement, c'est voilà. Et où est-ce qu'on va le mettre? Moi, je te le dis cash, ça va en dessous de Daredevil. Ok. Vraiment, je peux pas le mettre au-dessus, c'est impossible. Ouais, tu penses à T1 Rossa. Alors, ça sera peut-être... Mais en même temps, si t'es un amateur de nanar, il est indispensable de l'avoir vu. Oui, mais faut le voir pour le croire. Hein. Ouais. Faut vraiment le voir pour le croire. On passe au film suivant sur la liste. Et le film suivant sur la liste, c'est... donc là, c'était ce samouraï. Donc, il a tracé un bon profil psychologique de Stéphane Boulet. J'ai apprécié la recommandation, merci. Et moi, il a choisi Le Retour de Andrei Zvyagintsev. Est-ce que tu l'as vu? Alors, Le Retour, ça ne me dit rien. Alors, je vais te le resituer. C'est deux enfants russes. C'est un film un film russe. C'est russe de Russie, hein. Ouais, de Russie. C'est deux gamins russes qui n'ont jamais connu leur père, et un jour, tout d'un coup, ils débarquent à la maison, et ils ont juste une photo de lui, et c'est tout ce qu'ils ont. Et donc ce père qui ne parle pas, c'est vraiment le mufle taciturne, un peu autoritaire, quoi. Genre il leur donne des ordres et tout ça. Pour un mec qui les a jamais élevés, il est quand même un peu... Oui, il prend ses aises. Ouais, et il les emmène quelques jours pour pêcher dans
vraiment dans un endroit un peu paradisiaque pour moi. Enfin, je trouve que tout c'était la partie ce qui est inexploré pour moi de la Russie me fascine en fait. Les grands lacs, tu vois, les grandes plaines, et ils les emmènent un peu dans un endroit rêvé pour faire la pêche. Et donc c'est un voyage en bagnole qui commence et qui est très très muet puisque il parle pas beaucoup. Et en fait, le mec a un objectif, c'est de récupérer quelque chose qui lui appartient et on ne sait pas ce que c'est. Et voilà, c'est tout ce que vous saurez sur ce film. Mais je ne l'ai pas vu, je te confirme que je ne l'ai pas vu. C'est un film absolument bouleversant. Et je sais qu'on en a discuté par exemple avec des amis qui me disent ah non, c'est vraiment du cinéma d'auteur qui se la donne. Et c'est vrai que le problème de Ziengitsev, c'est que il va devenir un réalisateur de festival en fait. Il va ensuite faire Léviathan. Il va faire pas mal de films genre vraiment anglais, genre tu vois un peu emprunté, c'est exactement le mot. Du cinéma emprunté, effectivement. Léviathan par contre je l'ai vu, oui. Par exemple Léviathan j'aime beaucoup moins. Oui non, effectivement je confirme. Et il est fascinant parce que d'abord l'alchimie entre les deux gamins est parfaite. Il y en a un vraiment qui a cette espèce d'énergie intérieure qui me fait penser un peu à River Phoenix en fait, et dont le destin est absolument tragique puisqu'il est mort noyé dans sa piscine. Je sais pas si c'est une piscine, mais en tout cas on l'a retrouvé mort noyé quoi. Donc à la River Phoenix jusqu'au bout en fait, c'est la totale. Retrouvé genre le jour d'avant l'ouverture du film en Russie quoi. D'accord. Non vraiment le destin tragique. Et c'est un film que j'adore. La photo de ce film est extraordinaire. Et c'est un film qui m'a laissé une très grande impression dans le sens où c'est un film dans lequel je repense régulièrement et qui m'interpelle sur sa signification profonde et sur le sens de ce qu'il est en train de nous montrer. C'est un film dont je peux pas trop révéler les choses puisque plus tu... Enfin voilà, plus il vaut mieux y aller... La surprise fait partie du plaisir du visionnage. Ouais, et en plus... c'est un film qui prend son temps de faire une très très belle photo. Comme je vous ai dit, les endroits sont paradisiaques. Mais en même temps, c'est un film assez court en fait. Et c'est un film... il y a très très peu de dialogue. Je crois qu'il y a pas plus de... ils sont 3 ou 4 acteurs en comptant la mère. C'est vraiment un huis clos dans un endroit extraordinaire. Et j'adore ce film. Et sa fin me bouleverse. Et je sais que j'ai été en désaccord dans des discussions avec d'autres gens qui sont en désaccord. C'est un film qui a eu un Lion d'Or à Venise. Et j'adore ce film. Voilà. Et donc tu l'as pas vu, donc c'est à moi la tâche de... Voilà, exactement. Pour la deuxième fois aujourd'hui. Écoute, c'est un de mes films préférés des années 2000. Eh bien écoute, tu es seul maître à bord. Je regarde entre Viost et OSS, tu vois. Ah oui, quand même, carrément. Ah, c'est un très très grand film pour moi. Très 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 grand film. Le pire, c'est que je suis même pas sûr que ça te parle, en fait. C'est vraiment un film dans lequel il faut rentrer et que je sais que je suis passionné par ce film et certaines personnes, certains potes, sont aussi bouleversés par ce film très muet et en même temps qui dit énormément, enfin, qui est vraiment... Enfin, c'est un très 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 beau film, quoi. Je vais le mettre entre OSS et Shaun of the Dead. Eh bien écoute, c'est ton choix. Ce qui est très très bien classé chez nous. Oui, c'est effectivement. Et je sais pas si je t'ai rendu curieux de le voir en fait. Mais moi je suis toujours curieux de voir quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, mais ouais. Donc tu vois. Donc j'ai vu Samouraï, c'est dire si je suis curieux de voir des films quoi. Le retour Возвращение en russe et donc est 5e meilleur film des années 2000. Et il reste encore un film dans la liste de Carrel. Et c'est, je sais pas si on va aller vite là-dessus, c'est Mais qui a tué Pamela Rose de Éric Lartigot et Cadet Olivier. Ça tombe bien que le film sort aujourd'hui, vu qu'on est à quelques jours de la sortie de la saison 3 de Twin Peaks, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Donc tu vois, c'est l'actualité rattrape. Oui, c'est un peu, voilà. Rattrape et le film. Et c'est le premier, hein, c'est pas le 2. Hein. Oui, c'est parce que en fait, voilà, c'est
c'est l'extension de personnages de sketch de KDO où t'as ces 2 agents du FBI dans leur c'est quoi, c'est une Renault Fuego, c'est ça? Qui vont avec leur... je sais pas quel modèle. Oui, mais je crois que c'est la Renault Fuego qui vont chercher le meurtrier donc d'une stripteaseuse qui s'appelle Pamela Rose, et donc il y a des clins d'œil plus qu'appuyés à la série de David Lynch, et aussi au Seigneur des Anneaux, Silence des Agneaux. Silence des Agneaux, voilà. Enfin, il y a un côté, oui, effectivement, le thriller américain bizarre vu par la lorgnette de Cadet Olivier. Et c'est un film qui est, et contrairement à ce qu'on peut croire, tu vois, avec les a priori qu'on peut avoir avec les comédies, c'est un film qui est pas complètement nul, quoi. Oui, alors je pense que j'essaie de me rappeler, mais je crois que dans leur comment ça s'appelle, dans le duo Cad et Olivier, c'est peut-être c'est peut-être leur meilleur, je pense. Ah oui, parce qu'après ils ont fait un ticket pour l'espace, quoi. Oui, voilà, donc mais après, oui, il est pas complètement nul, mais c'est pas un film que je porte excessivement dans mon cœur non plus, quoi. Ce qui fonctionne pas mal dans ce film, d'abord il y a Gérard Darmon qui est assez chouette. Et en plus... Gérard Darmon. Voilà. Qu'il faut prononcer comme ça. Donc... Et t'arriveras jamais à avoir la voix assez basse, tu sais. Tu peux faire comme tu veux. Et ouais... C'est pas un film qui me bouleverse pas. Genre, s'il faut se le retaper, En fait, le truc, c'est que... Il y a beaucoup de références de son époque, en fait. Oui, puis il y a plein de gags qui tombent un peu à plat, plein de trucs. On est... Tu vois, tu prends un OSS 117, on est... Ah non, on est très très loin. Que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène, au niveau de tout, on reste vraiment, pour le coup, dans un film, et ça sent avec un héritage télévisuel, c'est-à-dire on sent que c'est des sketchs qui ont été étendus ou modifiés, etc. Et c'est pas un véritable film au sens propre. Alors t'as des moments qui fonctionnent bien, qui sont drôles. Moi personnellement, j'étais jamais complètement mort de rire, quoi, parce que il y a plein de trucs, c'est assez basique, etc. T'as d'autres moments qui fonctionnent pas du tout, donc du coup t'es un peu gêné, parce que c'est toujours le problème, c'est quand une comédie est foirée. Tu vois, un film d'action ou un film sérieux qui est nul, tu peux rire. Mais une comédie qui est ratée, tu peux pas rire parce que c'était le but premier, donc il y a des moments un peu gênants comme ça. Il essaye en plus d'être un polar, hein, c'est ça qui est en plus... Oui. C'est un peu... c'est comme si c'est le Hot Fuzz franchouillard, quoi. Ah ouais, mais c'est un niveau quand même beaucoup plus bas. Ah bah oui, non mais voilà, et toute la différence, tu prends par exemple Hot Fuzz, qui a ses défauts, etc. Mais t'as, d'un point de vue approche du polar et cohabitation entre le polar et le pastiche, c'est vraiment beaucoup mieux inséré. Là, t'as un côté... parfois t'as vraiment un côté stop, on fait le film, on fait une vanne et on reprend le film après, et tu sens cette césure à plusieurs moments, et c'est ça qui fait que ça fonctionne pas aussi bien, parce que tu le sens, tu sens vraiment cette césure. Tiens, là c'est un gag, il faut qu'on l'insère là, et après on repart, le film recommence après, et voilà, du coup ce qui fait qu'il y a des moments qui tombent à plat. Ce qui est pas mauvais, bizarrement c'est Éric Lartigot en fait, qui ensuite va réaliser des trucs genre La Famille Bélier, tout ça, enfin tu vois, il va aller chercher son César. Voilà. Je sais même pas s'il l'a eu, il a dû l'avoir, non, je sais plus. Non, je crois pas qu'il ait Bah bon, enfin, La Famille Bélier, c'est vraiment un film à César, quoi, pour le coup. Ouais. Le truc, c'est qui fonctionne bien, c'est justement dans la parodie de Polar, c'est pas mal. C'est pas mal réalisé. T'as l'impression de voir une série américaine plus, quoi. Une série américaine moins, au choix. Ouais, voilà. Comme tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que si le but c'était de faire une parodie de série américaine un peu bas de gamme, il y arrive, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'était ça l'objectif. Hein. Je pense oui, mais le problème, c'est qu'il arrive. Enfin, tu vois, il arrive jamais à s'élever au-delà de son modèle non plus. Enfin, c'est un peu le souci, quoi, je trouve. Tu vois, parce que justement, ça cite Twin Peaks, c'est pas le Twin Peaks de la comédie française, quoi. Bon. Où est-ce qu'on va le mettre, en sachant qu'on n'a pas parlé d'histoire, mais on s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks, complètement. Moi, je le mettrais personnellement en dessous de Good Night and Good Luck. Je le mets en dessous de 2012. Non, je le mets en dessous de Trouble Every Day aussi. Ok, oui. Ouais, en dessous de Trouble Every Day. Mais au-dessus de Cette Vie, quand même. Faut pas déconner. Alors, je te le laisse. Je préfère revoir Cette Vie, mais je te le laisse. Pas d'affect particulier. Ouais, mais bon. Ouais, je crois que... Bah, il y a Rosario Dawson, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a Rosario Dawson, mais dans celui-là, il y a aussi des jolies filles, non ? Oui, mais c'est pas pareil que Rosario Dawson. Rosario Dawson, elle s'est fait quand même une super carrière où elle a plus besoin de travailler maintenant, elle peut faire tous les Comic-Con.
puisqu'elle a joué dans... C'est vrai. Mais c'est ça en fait, il y a beaucoup de comédiens américains qui font leur plan de carrière comme ça en se disant bah maintenant ça y est, j'ai fait 3 films un peu connus, Marvel, tout ça, et maintenant ils font les Comic-Con, ils sont payés à faire des photos. Oui, avec maintenant les gens, je suis le visage de tel personnage. Voilà. Il y a des jeux à mon effigie. On remercie Karel pour sa... Merci Karel pour ta très bonne liste. Pour sa liste très originale et très diverse. Oui, il y avait de tout. Hein. Et on se finit encore une liste. Ah oui, une dernière liste. Ah oui, la dernière. Je pense qu'on a de quoi un peu bâcher là en plus. Ah, oh, c'est pas le genre de la maison. Quoique, on a maintenant un nouveau plus mauvais film. Oui, on a un plus mauvais film, oui. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Mick Beam et qui nous avait envoyé une liste dans les années 80, je crois déjà. Merci Big Beam pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle « Je veux bien habiter Paris, mais uniquement dans ses versions fantasmées ». Ça va donc parler de Paris et tu sais pas du tout de quoi ça parle. Non, alors je me demande bien de quoi ça va parler. Quel film pourrait bien se situer dans cette catégorie dans les années 2000 je me demande. Le Paris fantasmé. Alors je ne vois pas du tout de quoi on parle. On commence avec Moulin Rouge. Oh putain, on reparle de Baz Luhrmann. Alors, oh merde. Est-ce que celui-là est pire ou meilleur que les autres ? Parce que Baz Luhrmann, Baz Luhrmann Ciné Battle, je pense qu'on le deux. Putain, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il y a un truc pour lequel je sauverais pas le film, mais je sauverais quelque chose du film, tu vois, la nuance. Nicole Kidman, qui est très belle à l'époque, enfin qui est toujours très belle, mais je veux dire, elle est assez resplendissante. Voilà, et puis la débauche visuelle, machin truc, de Baz Luhrmann, c'est cette espèce de côté remplir l'écran absolument avec plein de trucs qui débordent de tous les côtés. Il y a des moments où ça peut fonctionner. Enfin, voilà, il y a un truc. Pourquoi pas ? Il y a un truc cohérent dans ce film-là qui, à ce niveau-là, pourquoi pas ? C'est pas ma cam. Ouais, faut rester cohérent avec un monde où... Oui, c'est pas ma cam, mais il y a des moments... Un film où il y a Toulouse-Lautrec et Kylie Minogue, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a quelques plans où, globalement, t'as quand même une vision qui ressort. Enfin, il y a quand même un truc qui se joue à certains moments, plus que dans Roméo et Juliette, je trouve. Maintenant, c'est un film horripilant. Voilà. Et tu sais que on a mal classé Roméo et Juliette, je crois, mais Moulin Rouge aussi est très populaire, genre aux États-Unis. Mais il a pas eu des Oscars ou un truc comme ça en plus, je crois, non ? C'est pas celui-là. Attends. Tape Moulin Rouge Oscar. Il a été nommé pour 8 Oscars, il en a gagné 2. Celui de la meilleure direction artistique et les meilleurs costumes. Ouais, alors faut voir ce qu'il y avait en face. C'est un parti pris, quoi. C'est un parti pris. Comme dit, moi je trouve qu'il y a certains moments visuellement ça passe, mais le problème c'est que c'est un film où ton œil, enfin il y a rien qui se repose, quoi. C'est une agression permanente, quoi. Alors est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qui était nommé cette année-là ? Oh bah oui, c'est toujours ça qui est intéressant. Face à Moulin Rouge, il y avait Gosford Park. Ouais. In the Bedroom. Donc toute personne se souvient. Ouais, c'est ça, c'est genre what ? The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Ah oui, bah tu vois, dans le terme meilleur costume. Et celui qui a gagné est A Beautiful Mind de Ron Howard. Putain, Ron Howard le film à Oscar de Ron Howard, quoi. Enfin, un des films Oscar. Ouais, Ah oui, d'accord, ouais. Okay. Je pense que j'ai gueulé sur le fait que 2016 était une mauvaise année, puisque enfin on a vu les Oscars hier. Mais cette année-là, donc l'année 2002 des Oscars, 2001-2002, et c'est vraiment pas un très très grand cru. Hein. Ah, quoique, je dis ça, mais attends, je regarde Best Picture, il n'y a pas Mulholland Drive. What ? Ouais, ils n'ont pas mis Mulholland Drive. Non mais... Quoi ? Quoi ? Hein ? Ah, il y a pas Ali ? Non mais voilà, non mais dès la sélection, t'étais des mecs qui sont complètement à côté de la plaque, quoi. Genre, il y a Ghost World aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi. Non mais c'est fou. Et Daniel, je pense qu'on va écrire une lettre à l'Académie l'année prochaine. C'est nous qui faisons la nomination. Point barre. Puis t'auras Donnie Yen en meilleur acteur, rien à battre, et ce sera comme ça. Ah, the Force is with me. And I am one with the Force. Bon. On va revenir juste sur Moulin Rouge pour dire qu'on n'aime pas être toi et moi. Voilà, oui, globalement. Où est-ce qu'on le met ? Allez, on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Je le mets en dessous de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ouais, écoute, d'accord. Parce que Mémoire d'une geisha, au moins, pour lui, le fait d'être un peu raciste en plus. Parce que Moulin Rouge, je ne crois pas qu'il soit raciste. Alors, oui, j'ai pas de souvenir en tout cas que ce soit particulièrement petit. Peut-être s'il faut saler, mais en tout cas, ça m'a pas choqué. Deuxième film de cette liste, et là, on change complètement de gabarit.
C'est un film de 2007 qui s'appelle Ratatouille. Ah, Ratatouille. Donc les enfants, ce n'est pas le nom du rat, bordel de merde, c'est le nom du restaurant. Oui, c'est vrai. J'arrête pas de le rappeler à mes élèves sans arrêt, ils m'énervent avec ça, c'est pas possible ça. Ah mais ça mais bon, c'est comme Zelda hein. Oui non mais c'est ça, mais tu sais ils viennent te voir, maître, t'as vu l'histoire du rat Ratatouille? Non, c'est Rémi le nom du rat, bordel. Ouais. Bon, je dis pas bordel à mes élèves quand même, mais quoi, j'espère. C'est un film de Brad Bird et j'aime autant te dire que c'est un de mes Pixar préférés. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'on en a parlé un peu lors des différents on en a parlé en off. Ouais, des différents Pixar dont on a déjà parlé. C'est que en général, les Pixar redeviennent des films d'action ou d'entertainment vers le dernier tiers. Pour Up, par exemple, Oui. à la fin, ça commence super bien, et à la fin, ça devient n'importe quoi. On va pas revenir là-dessus, les chiens qui parlent. Ratatouille, c'est un des rares films qui est cohérent du début à la fin de la part de Pixar. Ça veut pas dire que les autres sont nuls, hein, mais c'est celui qui nous propose vraiment une histoire cohérente à partir d'un début complètement incohérent. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un rat qui est gourmet et qui arrive à faire l'exploit de faire « Oh, il est mignon le rat !» Alors que je peux te dire que si t'as alors tu vois un rat en cuisine, ouais, tu vois un rat en cuisine, je peux dire que maman, je l'entends gueuler, hein, je parie, depuis la Haute-Savoie jusqu'à Paris. Et ouais, donc il arrive déjà à faire cet exploit de rendre mignon et en plus d'expliquer le truc absolument absurde il y a un rat qui s'installe dans les cheveux du et qui dirige en tirant les cheveux. Et qui le dirige comme si c'était une marionnette. Tu vois, pour moi, c'est de la science-fiction, ça, déjà. Hein. Oui. Oui. Moi, t'imagines, je serais en cuisine, Ratatouille, Rémi serait bien emmerdé, du coup, s'il débarquait chez moi. Il gratte sur ton crâne. Comme dans Fast and Furious 2. Voilà. Et il nous avec le pitch absolument improbable. Et c'est ça aussi la magie de Pixar, c'est qu'avec parfois les pitchs, tu te dis qu'est-ce qu'il nous invente. Et il fait un film vraiment génial. Je trouve que il a un des meilleurs méchants de cinéma que j'ai vu de cette décennie, qui est joué par, je crois, c'est Peter O'Toole, donc un de ses derniers rôles, et qui est un critique culinaire, et donc c'est le grand méchant de l'histoire. Un critique culinaire avec beaucoup d'allusions à Dracula, ouais, c'est vrai. Dans sa mise en scène et dans sa présentation, etc. Ouais, et je pense que la fin, le cut flashback il s'appelle Anton Ego, je crois. Oui, Anton Ego, ouais. Et toi, tu les as beaucoup plus vus que moi, j'imagine. Oui, je l'ai vu un certain nombre de fois, Ratatouille. Et donc, le cut final sur le flashback de sa vie et tout ça, je pense que c'est un des meilleurs finishes de films de. Je pense que c'est pour ça que c'est un des Pixar les plus puissants pour moi. Vas-y, balance. Non, mais moi, c'est juste. Moi, je trouve que c'est un très bon Pixar. Mais finalement, c'est peut-être un Pixar que je trouve assez peu ambitieux, en fait. Et surtout de la part de Brad Bird, en fait. Qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, dont on a dit énormément de bien par la suite. Je trouve que c'est, entre guillemets, c'est juste un bon film qu'il arrive à faire. Et je trouve pas qu'il arrive à aller aussi loin que ses meilleurs films à lui et que certains autres Pixar. Après, pour moi, c'est évidemment dans la portion haute des Pixar. Hein. Ah, c'est la portion très haute pour moi. C'est la portion haute. C'est le top tier pour moi. Mais je trouve que pour moi, ça reste au stade du bon petit film, entre guillemets. Sans être spécialement pas péjoratif et tout, mais c'est pas un film qui m'a spécialement transporté. Mais qui est, je trouve, cohérent du début à la fin. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord. Il est cohérent et alors la manière de Pixar d'installer des oui, bien sûr, des mondes, et puis le moment où ça s'échappe et tu sais ça va un peu dans les rues de Paris et c'est des rues super kawaii et tout, le monde est parfettement cohérent, enfin genre vraiment ça s'imbrique, c'est oui, non, voilà, c'est limpide, parfaitement cohérent. C'est vraiment limpide. Mais tu vois, pour moi là, tu vois, par exemple, c'est un Pixar où il n'y a pas une séquence que je préfère à une autre. Enfin, tu vois, il manque pour moi le moment qui va me bouleverser ou me toucher ou peu importe, que tu mettras le verbe que tu veux derrière. Mais voilà, c'est un film que je trouve très agréable, qui est super chouette. Le final est super. Mais voilà, je trouve qu'il va pas aussi loin que d'autres films de Pixar, personnellement, quoi. Bon, où est-ce que tu le mets? Et je peux te dire un truc, c'est que je le préfère à Monster Inc.
Moi, je préfère largement Monster Inc. Ah non, ça peut pas. Ratatouille peut pas aller au-dessous de Monster Inc. Pour moi, Ratatouille ne peut pas aller au-dessus de Monster Inc. Donne-moi une place et moi je te dirai où. En fait, on peut le mettre juste aux alentours de Monster Inc. En fait, après, je peux même te le laisser au-dessus, Daniel. Je vois que ça te tient à cœur. Moi, ça me dérange pas. Ok, moi j'y tiens. Donc c'est ça qui fait la différence. Mais voilà, moi je trouve Monster Inc. bien plus audacieux, bien plus réussi. Bon, bien plus après drôle, ils sont dans un mouchoir de poche, tu vois, ça reste à peu près cohérent par rapport à reste liste, quoi. Ça reste du bon film, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est du très très bon film quand même. Donc ça, y a pas de souci là-dessus, quoi. Mais bon, ça veut dire que. Attends, je suis en train de chercher une vanne. Ça veut dire que Good Night and Good Luck descend encore un peu plus. Ou In the Air. Ou Gran Torino. Oui, c'est vrai. Boum. Salaud. Mais tu sais quoi, Gran Torino, je me suis couché sur Gran Torino et les gens le savent. Et un jour, je te redemanderai. Un jour viendra où je. Déjà, je t'ai accordé Ratatouille, attends. Non, mais attends, Ratatouille, je vais pas non plus. Je vais pas utiliser mon veto absolu, là, quand même. Si je veux dire, on est d'accord sur le fait que c'est un film très très haut dans la liste et qui est on par avec Monsters Inc. C'est cela. Est-ce que tes enfants, qu'est-ce qu'ils préfèrent ? C'est lequel leur Pixar préféré ? Leur Pixar préféré ? Je pense que ça doit dépendre. Parce que lesquels, ça doit jouer entre Monstres et compagnie, Ratatouille, et le petit, il aime bien Cars. Ah bah oui, évidemment. Mais alors que moi, Cars... Moi j'adore Cars, mais bon... Moi j'ai des gros problèmes avec Cars, quoi. Mais, on va pouvoir en reparler un jour. Mais voilà. Donc ça doit jouer entre ces trois-là. Si, Les Indestructibles aussi. Ah ouais. Les Indestructibles, ça fonctionne bien. Aussi un autre grand film, dont le dernier tiers est très bizarre, et très... En même temps, là, c'est pas choquant parce que c'est un film de super-héros, donc que ça devienne un film d'action. Oui, ça redevient un film de super-héros, et les derniers tiers de films de super-héros sont jamais très intéressants. Donc c'est bon, à la rigueur, voilà quoi. Et le dernier film de cette liste est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et je suis sûr que tu l'avais pas. Surprise. Tu l'avais pas vu arriver. Alors. Mais alors, on l'a très 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 souvent eu, Fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, si tu permets, je vais prendre la parole 5 minutes. 5 minutes ? Putain, c'est moi qui les monte, mec. Mais c'est un film dans lequel, globalement, c'est un film, si tu le dissèques, tu vois, tu le dissèques, tu sépares tous les morceaux les uns après les autres. Je crois que je déteste tous les morceaux séparément de ce film-là. Je déteste la photo. Cette espèce de jaune vert pisseux, comme si l'étalonneur avait littéralement uriné dessus. Juste pour dire, l'histoire nous a donné un mot pour ça s'appelle Instagram. Voilà, c'est exactement ça. Le filtre Instagram mal utilisé. Je trouve ça atroce. Audrey Tautou, voilà, c'est Audrey Tautou. La mise en scène de Jean-Pierre Jeunet, outrancière, je hais cette mise en scène. La vision justement de Paris, en plus c'était à l'époque où moi je vivais encore à Paris, avec pas de graffiti, aucun problème, pas de SDF, pas de machin, tout est gommé numériquement. Je déteste même cette vision de Jamel Debbouze, de l'angélisme, de l'angélisme. Et cette vision de Jamel Debbouze qui ensuite va être réutilisée pour un grand classique du cinéma de Luc Besson. Chut, ne gâchons pas le plaisir des gens, Daniel, mais tu es fou. J'adore quand tu prends ta voix aiguë, c'est vraiment que tu es méchant. Donc voilà, c'est un film que globalement je devrais détester. Mais vraiment, rationnellement, mais pourtant... En plus, t'aimes pas Audrey Tautou, en plus. Je déteste Audrey Tautou, mais vraiment, elle m'insupporte. Elle m'insupporte. J'ai dit ça au hasard, hein, tu vois. Mais, globalement, c'est un film que j'aime bien. Ah putain. et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. T'aimes bien Yann Tiersen aussi, la musique ? Non, justement, je déteste Yann Tiersen. Je hais Yann Tiersen. Je veux dire... Non, je n'aime pas Yann Tiersen. Mais qu'est-ce que t'aimes dans ce film ? Mais alors voilà, et c'est là où finalement se produit un autre miracle. C'est l'émission des miracles. Hein, après l'éclair qui a frappé la séance de Samouraï pour m'épargner en 2002, un autre miracle. Non, c'est un film en fait que je trouve d'une cohérence absolue. Tous les éléments, c'est-à-dire que c'est un film niais, tourné de façon niaise avec des acteurs niais, une musique niaise, qui est pour le but de te montrer une vision angélique et niaise de Paris, et
je trouve que ça fonctionne. Et Kassovitz est pas mauvais dans ce film. Donc Kassovitz est très très bon. Oui, Kassovitz est très très bon et il a peut-être le personnage le plus intéressant en fait. Le personnage de Kassovitz il est bon acteur dedans et en plus son personnage est vraiment intéressant. Cette espèce de type un peu intriguant et un peu timide à la fois. Enfin, il y a un côté voilà. Mais je trouve que c'est un film qui se tient et qui se laisse regarder et qui se laisse emporter et je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je trouve que Jean-Pierre Jeunet n'est jamais aussi bon que lorsqu'il faut faire de la guimauve dégoulinante, dont c'est le but principal, parce que le but principal du personnage d'Audrey Tautou, donc Amélie Poulain, c'est de faire le bonheur autour d'elle. C'est ça en fait le pitch, c'est qu'elle décide de faire le bonheur autour d'elle par différentes façons, voilà. Et t'as un aspect un peu simplé qui est assumé, qui est le but du film, et je trouve que ça fonctionne parce que tout est bien et que faire le simplet, faire du cinéma de simplet, tourner comme un simplet, c'est ce que sait faire Jean-Pierre Jeunet, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Et on prend par exemple après un long dimanche de fiançailles, qui est pour le coup un film sur la Première Guerre mondiale, où il tourne exactement de la même façon et du coup là ça fonctionne plus du tout parce que c'est pas du tout le propos. Avec les mêmes dialogues, les mêmes plans, la même naïveté, sauf que les mêmes plans ignobles, sauf que c'est pas du tout le propos et sauf du coup qu'au même moment les gens sont en train de mourir sur la Première Guerre mondiale. Mais là, ça passe, et je trouve le film d'une certaine élégance, parce que voilà, il y a un vrai projet de cinéma derrière que je peux pas nier, et qui je trouve fonctionne, alors que je devrais, selon toute logique, détester ce film de A jusqu'à Z. Tu m'as assez convaincu en fait, parce que c'est aussi un film sur lequel j'ai beaucoup de détestation, et il y a des choses qui fonctionnent. Je pense que je sais plus quel est le nom de cet acteur, et d'ailleurs... Je sais pas si j'ai envie de me souvenir du casting, mais il y a cette séquence où elle retrouve la boîte à souvenirs d'un mec et le mec tout d'un coup ouvre cette boîte à souvenirs et c'est des choses qu'il a pas vues depuis 40 ans, tu vois, et qu'il croyait disparu. Et je trouve que à ce moment-là précis du film, je pense que c'est le moment que j'aime le plus du film, il touche à un truc qui est... Moi je suis un mec nostalgique de beaucoup de choses. Et ce moment, et en plus je suis d'une famille de déracinés en vivant aussi, donc c'est des gens qui ont tout laissé obligés de se barrer, qui ont tout laissé là-bas et qui ont très peu, j'ai presque aucun souvenir matériel, tu vois, les photos sont rares, tu vois, ce genre de choses. Et là, tout d'un coup, il y a un mec qui se retrouve ça par pure gentillesse et miracle, ce qui est quelque chose qui n'arrive pas, sauf au Japon. Au Japon, parce que si tu perds quelque chose au Japon, il y a quelqu'un qui va te le trouver et dans l'heure, tu le récupères, même s'il y avait de la thune dedans, t'as pas de problème. Mais en France, ça n'existe pas. Ça peut pas exister, un truc comme ça. Et d'où le côté un peu surnaturel, un peu pipeau du film. Et non, mais voilà, c'est à quelques moments, le film fonctionne, je trouve, et je pense qu'il a, par contre, on peut pas nier un truc, c'est qu'il a complètement, on l'a dit pour certains films des autres décennies, il a complètement capté le zeitgeist de son époque. Le côté nostalgique, la musique nostalgique, les personnages un peu truculents, post-Frère Cohen, mais qui est quand même très Caro et Jeunet encore. Oui, c'est encore tout à fait... Il y a Isabelle Nanty, enfin tu vois, et Artus de Pergerne, tu vois, des mecs comme ça, quoi. Et c'est des vraies gueules, quoi. Et c'est un film qui fonctionne, c'est un film qui défie ma logique interne, que je devrais détester vraiment. Je peux remettre tout à plat, il y a pas de souci, mais je trouve que voilà, comme tu dis, il y a des moments où ça fonctionne, et en plus c'est ça où peut-être finalement c'est là où il réussit le mieux, c'est que les moments où ça fonctionne de façon réel, c'est-à-dire que c'est vraiment sincère, enfin ça fonctionne vraiment au premier degré, et ça te touche au premier degré, alors que tu t'imaginais pas que ça le fasse, et du coup et tu sens que malgré tout ça finalement t'as une vraie sincérité, t'as pas le côté pub de la ville de Paris, quoi, même si c'est encore un moment où tu sens quand même qu'il s'est pas calculé. Qui sait pas quoi, j'ai pas entendu. Que c'est pas calculé. Oui, voilà, il y a vraiment... c'est à un moment donné, il se met à nu, et tu le vois, et tu le fonctionnes, et
voilà, et malgré tout ce que tu peux détester dans ce film-là, t'es obligé de le reconnaître et de te dire oui, effectivement. Et moi, ça m'a touché aussi. Et donc voilà, et donc c'est un film très paradoxal dans le parcours de cinéphile. Surtout qu'en plus, je crois que j'ai dû le revoir plusieurs fois. J'ai même acheté le DVD. Enfin, tu vois, c'est presque un objet de fascination maintenant aujourd'hui pour moi. Non pas par rapport à l'objet filmique qu'il est, mais par rapport à une espèce d'auto-psychanalyse. Et des fois, je me replonge dedans pour voir comment je réagis par rapport à ce film-là, quoi. Et il va falloir lui trouver une place. C'est un film aussi qui a été décrié aussi par les critiques. Alors, autant il y a eu les critiques bon enfant, tu vois, tous les... Oui, ceux qui mettent des seins... On l'accusait de racisme aussi, de racisme, ou de... Comment il s'appelle, pas d'eugénisme, mais de, tu vois, genre de oui. Voilà, il y a Kaganski l'équivalent du whitewashing, enfin voilà, c'est Kaganski des Arocs avait dit que c'était le pénisme inversé, enfin tu vois. Alors que j'ai beau détester plein d'éléments du film, dont cette espèce de vision fantasmée de Paris, alors que moi quand j'y vivais, tout ce que j'entendais c'était les embouteillages, l'impossibilité de respirer correctement et les graffitis à chaque coin de rue. Mais dire ça de ce film-là, c'était complètement idiot. C'était vraiment complètement idiot parce que, comme on l'a dit, c'est un film où d'un moment tu vois qu'il est vraiment sincère dans sa démarche, que il cherche pas. C'est pas un film idéologique au sens politique. Enfin, c'est une idéologie de la bonté, mais elle est sans frontières, cette bonté dans ce film-là. Après, tout le monde est critique, lui comme nous. Oui, voilà, exactement, bien sûr. Mais voilà, disons que faire ce reproche à ce film-là, je vois pas. Je vois pas au-delà de l'a priori. C'est quoi, j'ai vu La La Land où il y a aucun hispanique visible à l'écran, aucun tag, aucun genre vraiment où c'est vraiment une vision aseptisée de LA. Et en sortant du film, et c'est sans doute un des effets post Amélie Poulain, c'est que je m'en rends compte quoi. Je sors de ce film et je me dis putain, on m'a montré quand même mais après on peut trouver ça aussi pour les films de bollywoodiens quand même. Ah oui bien sûr, tu peux trouver ça pour plein de trucs, enfin, ou de la même façon certains qui filmaient New York avec que des noirs crapuleux, c'était pas que ça non plus, enfin tu vois, t'as toujours plein de façons de voir les choses. Ça c'était dans le film merde, c'est quel film avec Coluche où il arrive à New York et il se fait pousser ah putain quel film. Ah merde, oui, c'est quoi, c'est Banzai. Ah oui, Banzai, oui. Banzai, et genre et en fait il y a un mec dans l'avion qui lui dit New York c'est un noir qui te court derrière avec un couteau entre les dents, et ce con il flippe pendant tout le voyage. Je sais pas si t'avais vu, mais même si tu regardes Red Heat le traitement des personnages noirs dans ce film là, c'est assez particulier quand même, hein. Ah non, mais les seuls noirs que tu vois, c'est des criminels, mais genre la pire espèce que tu peux trouver, quoi. Et ça fait assez bizarre, quoi. Ne parlons pas de Bad Boys non plus. Ah non, mais Bad Boys, c'est cool, c'est rigolo. On démolit les favelas avec nos grosses bagnoles américaines qui font du bruit, quoi. Ouais, mais je crois que c'est dans Bad Boys 1 ou dans Bad Boys 2 où il y a un espagnol qui joue un noir ou un noir qui joue un espagnol, je sais plus quoi. Genre, il pouvait pas prendre un acteur, genre, et tu le vois, il est maquillé, enfin, c'est ridicule. Tu veux dire comme si on prenait Jean Dujardin pour jouer un nain ? Un peu. Très bon. Putain, qu'est-ce que t'es bon même après tout ce temps d'enregistrement. Où est-ce qu'on va mettre le fabuleux destin d'Amélie Poulain, mon fabuleux ami ? Moi, je le mettrais... Personnellement, je le mettrais en dessous de Taken. Putain, c'est chaud. Ouais. Non, mais tu vois, c'est... Voilà. Alors, non, on va le mettre sous Batman et Higgins, parce que le fabuleux destin d'Amélie Poulain est peut-être un film qui fonctionne sur toi, mais c'est un film qui a beaucoup moins de Batman que Batman Begins. D'accord. Ouais. Écoute, je vais pas me battre pour ce film-là. Ah, mais en même temps, tu l'as bien défendu. Mais oui, mais... Je pensais pas que ça allait être ça. Tu vois, j'ai l'impression un peu d'être le Jacques Vergès de Amélie Poulain. Voilà, je suis prêt à tout pour défendre les pires des saloperies. Voilà. Alors, pour les plus jeunes... je vous renvoie au documentaire de Barbara Schroeder. Tout à fait. Sans remettre en cause l'engagement ou même l'homme. Enfin, je connaissais pas si bien que l'homme, mais voilà, c'était juste Jacques Vergès. Il avait fondé sa carrière en défendant des figures qui paraissaient indéfendables, quoi. Voilà, c'est ça Voilà, tout à fait. Eh ben écoute, je crois que là on est bon et on voulait faire plus court et on a fait à peine plus court. Et on a fait... Non, je suis désolé, mathématiquement c'est plus court. C'est tout ce que j'ai à dire. Putain, connard. allez, balance-moi une reco et balance tout ce que t'as. Alors, la reco de cet épisode, ce sera une reco super-héros. Alors, faut s'accrocher parce que moi, pour que je vous recommande des productions de super-héros qui ne soient pas des comics, c'est pas souvent. Mais je suis assez épaté et séduit par ce que propose Légion.
Donc pour resituer, Légion, c'est un héros de l'univers Marvel. Alors si je dis pas de bêtises, c'est dans le comic, c'est censé être le fils du professeur Xavier, c'est ça ? C'est David Heller, le fils du professeur Xavier. Ouais. Voilà. Donc qui est un mutant ultra puissant, qui a des pouvoirs psychokinésiques, télékinésiques, tout ce que tu veux, et qui a aussi la particularité d'avoir des personnalités multiples. C'est d'ailleurs à travers ces personnalités que s'expriment ces différents pouvoirs. Donc voilà, c'est une série qui a été développée par le showrunner de la série Fargo, que je vous recommande aussi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et on retrouve vraiment sa patte là parce que ce qu'il y a de génial, c'est que pour l'instant, il y a 3 épisodes là au moment où on enregistre, mais c'est une série qui se passe quasiment intégralement dans la tête du personnage principal. Et t'as tout un jeu sur le réel, la perception du réel, le souvenir, tout est imbriqué. Il y a un côté complètement maboule parce que c'est une espèce de puzzle narratif dans tous les sens. Et je trouve ça super bien fait. Le duo d'acteurs principal est vraiment génial. Enfin, je veux dire, on a donc Dan Stevens qui fait David Heller et surtout Rachel Keller qui fait Sydney Barrett. Rachel Keller qu'on avait découvert dans la saison 2 de Fargo, et ils sont genre super mignons parce qu'elle en fait elle a un super pouvoir. Son super pouvoir, c'est qu'elle peut intervertir son esprit avec l'esprit de quelqu'un d'autre, donc et elle le fait au toucher. Donc en fait, en gros, elle est condamnée à ne jamais toucher personne sous peine en fait qu'un jour son esprit soit emprisonné dans le corps de quelqu'un d'autre, etc. Et donc t'as cette espèce de couple entre lui qui entend des voix, qui a des personnalités multiples, qui contrôle pas ses pouvoirs, qui est un pur inadapté social, et cette fille là qui est pleine de bonne volonté, mais ils arrivent pas ils peuvent pas se toucher ni même la main, quoi que ce soit. Enfin, il y a un truc super mignon, je trouve leur couple super attachant, ils jouent super bien tous les deux. Et voilà. Et puis il y a Aubrey Plaza, et j'adore Aubrey voilà, Plaza. Et il y a Aubrey Plaza qui joue une espèce de déglingo, qui est ami avec David Heller. Et voilà, enfin, je suis épaté. Enfin, je m'attendais vraiment pas, j'ai pas vu venir. C'est-à-dire que moi, j'ai vu passer, tiens, le pilote de Légion est sorti sur Twitter. J'ai regardé sans plus parce que voilà, moi, je suis pas forcément fan des productions Marvel. En général, et je trouve c'est FX Channel, donc c'est pas Marvel Studios qui s'en occupe, hein, c'est FX Channel qui s'en occupe, et je trouve le résultat vraiment super chouette, quoi. Alors c'est pas pour mettre un bémol, mais en fait j'imaginais pas qu'on puisse faire quelque chose de ce personnage en fait, qui est un bon personnage de complément. Il a jamais réussi à avoir sa propre série très longtemps en fait. Legion. C'est aussi le personnage des personnages qui sont tellement puissants que tu sais pas ouais, le problème c'est qu'il est trop puissant, et en fait ils ont gardé très peu du personnage original. En fait, il y a juste le concept de base, mais tout le background a été complètement effacé. Les X-Men, il y aura sans doute jamais mention de Xavier. Oui, tout à fait. Tout ça qui complique. C'est des gens qui ont vu le pitch, qui ont dit ouais, ça on veut faire, mais on va le faire à notre propre sauce. Exactement. Et c'est ça qui fonctionne, et c'est peut-être ça aussi qui va être les limites de la série. On sait pas encore, c'est que le début. Et dans le même ordre d'idée, écoute, je vais recommander quelque chose lié aux super-héros, et en fait j'aurais pu le faire pendant After Eight en fait, où on a classé les blockbusters de 2017. On a fait ici on grave dans le marbre, et à After Eight on a décidé de graver dans le vent, puisqu'on on a gravé nos impressions sur des films en fait. Ce qui est assez rigolo. Je t'engage à écouter l'épisode, ça te fera... Je pense que ça va te donner envie de participer l'année prochaine. Ah bah je regrette déjà de ne pas avoir participé cette année. Transformers n'est pas très attendu par la rédaction d'After Eight. J'ai adoré Logan en fait. Logan, c'est sans doute la meilleure prestation de Jackman. C'est aussi la meilleure de Patrick Stewart. Celle qui joue la fille de Wolverine. Oui. Et aussi X-23 en fait. X-23, c'est ça. Ouais. Elle est vraiment très très bonne actrice. Et ce qui est important dans ce film, c'est qu'ils ont compris exactement la nature de ce que c'est qu'un super-héros. On arrive à un moment, je veux pas me répéter parce qu'en fait j'en ai parlé dans nos ciné, je mettrai peut-être le lien du podcast avec Super Ciné Battle. C'est qu'on arrive à un moment où les mecs ont des matériaux de bande dessinée, et on les a déjà tous vus. On a déjà vu 15 000 fois comment les parents de Bruce Wayne meurent. On a vu 15 000, c'est vrai. On a vu tellement de fois Peter Parker se faire mordre par une araignée. On connaît tout de leur histoire, et maintenant on arrive à un point peut-être de saturation, je ne sais pas,
où il faut donner un nouvel angle, où il faut donner quelque chose de nouveau, où il faut essayer de prendre un matériel et essayer de comprendre ce que c'est que ces archétypes en fait, parce que des histoires de Batman on peut pouvoir en faire pendant des années et des années et des années, parce que c'est des personnages qui nous survivront quoi, c'est des personnages importants de la pop culture. Et là Wolverine est vraiment c'est le meilleur Wolverine au ciné. Ça se rapproche, c'est un film qui doit énormément au Fils de l'homme. Et, aussi, tu me fais plaisir en disant ça. Et aussi à Honky Tonk Man, que j'adore, donc de Clint Eastwood, dont on a parlé bizarrement dans l'épisode précédent. L'épisode précédent. Donc c'est des films assez crépusculaires, et ça c'est une vision très très crépusculaire de Wolverine. C'est pas du tout basé sur Old Man Logan. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que en fait, moi quand je voyais la bande-annonce, enfin la façon dont c'était vendu, ça faisait vraiment adaptation de Old Man Logan, et autant il y a des trucs, et autant il y a des trucs que j'aime beaucoup dans Old Man Logan, autant il y a des trucs que je trouve insupportables dedans, et je savais pas trop du coup sur quel pied danser quoi. Ah non, alors tout ce qui est insupportable dans Old Man Logan n'y est pas, c'est-à-dire la fille de Spider-Man. Le côté un peu, on essaie de faire les malins avec avec la pop culture, avec le monde Marvel. Ouais. Tout ça n'y est pas. Ah bah tant mieux, parce que ça c'était vraiment la limite le principe du comics quoi. Ouais, c'est exactement ça, brofiste à distance. Et oui. On prend exactement la nature de ce que sont les persos et on les emmène en road movie. C'est le seul point commun avec Old Man Logan. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se déplacent en bagnole. C'est vraiment bien, et t'es vraiment touché par les personnages. Il y a de vrais bons moments et tu sens que James Mangold, là, il a donné le meilleur de lui-même. Il est au taquet. Il a écrit l'histoire, et il a écrit l'histoire qu'il n'aurait pas pu faire si Hugh Jackman n'avait pas dit que ça allait être son dernier, et qu'ils n'avaient pas décidé presque arbitrairement que ça allait être le dernier quoi. Oui, et puis même s'ils n'avaient pas décidé aussi s'ils n'avaient pas vu d'une manière générale que faire du Marvel un peu autrement, malgré toutes les limites qu'il y a, mais avec Deadpool etc., que ça fonctionnait quand même d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que jusqu'à présent les Marvel ils ont un peu tous la même gueule, à part 2-3 exceptions, et parce que les mecs ils avaient vu que la formule marchait une fois, ils étaient tellement effrayés par le fait que ça ne marche pas qu'ils s'amusaient à reproduire tout le temps le même truc, par sécurité, et Deadpool a au moins décoincé ça malgré tous ses défauts, qui se sont dit que merde, si on fait un truc un tout petit peu autrement, ou sur un autre angle, ou avec un autre ton, c'est pas pour ça que ça n'a pas marché quoi. Et je pense que ce film a été rendu possible aussi grâce à ça. Et je vous encourage à aller le voir. Vous allez passer sans doute un bon moment. Et ce qui est important, c'est qu'il est aussi drôle. Hein. C'est triste. C'est globalement une histoire assez triste. C'est les derniers mutants persécutés. Tu sais. Il y a en plus des grosses métaphores sur... il y a la frontière mexicaine sur laquelle il y a un mur. Enfin, je ne vois absolument aucun rapport avec quoi que ce soit dans l'actualité. En plus, un des méchants s'appelle Donald Pierce. Les méchants, c'est les Rivers, donc, qui étaient avant des pirates australiens, et ils les ont réadaptés. Qui l'eût cru qu'en 2017 le prénom le plus effrayant ce serait Donald? Je sais pas. Le pire, c'est que j'en connais. Et ouais, c'est vraiment un bon. J'ai passé vraiment, c'était une très très bonne adaptation. Je pensais pas voir un film à un si haut niveau avec un Hugh Jackman aussi porté par le sujet. Et par contre, c'est violent, donc n'y allez pas avec vos gamins. C'est vraiment très très violent. Genre sanguinaire même, je dirais. C'est aussi un peu le truc, c'est enfin un Logan qui se sert de ses griffes quoi. Ah ouais, non, là ça charcute, ça charcute, genre quand je dis charcute, c'est Baby Cart quoi, tu vois, c'est ça. c'est boucherie charcuterie. Il y a un peu plus, je vous le mets quand même quoi. Voilà. Donc Logan, et voilà, allez le voir, vous serez pas déçus. Eh bien, j'essaierai d'aller le voir, tiens. Et essaie de le voir en VO, mon pote. Oui, mais sinon, peut-être que tu passes à Paris. Oh, mais oui. C'est pas une mauvaise idée, ça, tiens. Alors, quel est ton actu? Vas-y, vite. Et ben voilà, l'actu, ce sera... Puisqu'on emballe. Ce sera du coup samedi, puisqu'on sort le podcast lundi, samedi, à Livry-Gargan, au festival du jeu vidéo, où on tiendra avec mon ami Damien Méa la nuit 24 FPS, donc programme... cinéma autour de Age of Tomorrow et de Blade Runner. Voilà, l'après-midi, enfin en fait le festival dure samedi et dimanche, il y a des animations. Le samedi après-midi, je participerai à comment s'appelle, une conférence justement sur le thème
de l'interconnexion cinéma-jeux vidéo aussi, à partir de 16h, donc toujours au Centre culturel de Livry-Gargan. Donc voilà, ça c'est là-dessus. J'espère qu'il y aura une captation de ça pour ceux qui... je sais pas, peut-être, on verra. Ça je m'occupe pas de la partie technique de ce point de vue-là, donc je sais pas trop. Moi je m'occupe de la partie technique de mon canapé est pour toi. Oh, exactement, la partie technique de l'hébergement, le meilleur Airbnb, le Daniel BNB. Voilà. Et donc si l'occasion de voir des bons films, parce que j'estime que ce sont des films, enfin il y a un bon film et un chef-d'œuvre, de venir taper la discute et puis de parler d'un sujet qui est quand même assez cool, savoir le cinéma et les jeux vidéo. Ce sera l'occasion donc le samedi 11 mars à Livry-Gargan. A priori, il y aura tous les détails normalement dans un lien en dessous de l'émission sur le site. Ah bah c'est chouette, moi ça me donne envie d'y aller. Ah bah moi aussi, de toute façon j'ai pas le choix, je me suis engagé. Bon bah écoute, moi l'épisode est déjà bien assez long. Je parle de tout sur Twitter, Camille Robotics sur Twitter. Et puis sinon, je co-présente à After Eight avec notre camarade Quicks dont je parlais. On vous remercie de votre fidélité. On vous remercie de nous suivre vraiment passionnément sur les années 2000. On espère que vous serez tout aussi enthousiastes quand on va retourner dans les années 80 par exemple. Ah oui, puis il y a tellement de trucs dans les années 80. Oh. Quand même. Oh. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même quelques classiques qu'on s'est gardés. Il y a notamment ce film qui est sorti en 1990 chez nous et puis en 89 chez les Américains, tu sais. Ah, je vois. Tu vois de quel film je veux parler. Est-ce que c'est un film où on distribue les pains? Je crois que c'est le plus grand témoignage d'amour à l'industrie boulangère qui ait jamais existé. Ah, c'est ce que j'aime, la reproduction des pains. Et donc vous pouvez retrouver sur le site supercinébattle.fr où vous aussi retrouvez la master list qui commence à s'être fait. On a plus de 43 films dans notre liste. Ça commence par History of Violence, Millennium Actress, The Host, OSS 117, Le Retour, Shaun of the Dead, Ip Man, Ratatouille, Monster Inc, Matchpoint. C'est pas mal comme top 10. C'est un bon top 10, ça a de la gueule. Et le top final, c'est In the Air, Die Another Day, Hancock, Daredevil et le cultissime Samouraï. Voilà, le cultissime Samouraï. Je me suis dit, on les a pas dit, on va les dire une fois. Et voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Vous pouvez nous retrouver également sur YouTube et sur iTunes et mettez des étoiles qui servent à nous référencer. Parce que si on compte sur les tables rondes que va faire papa pour se faire connaître, je sais pas si tu vas en faire beaucoup. Ah bah je sais pas, je commencerai, s'il faut ce sera du lâcher et plus personne ne me rappellera, non, c'est possible. Attends, je vais la refaire. Et on compte sur vous aussi pour mettre des étoiles sur iTunes. Parce que oui, pour le référencement, on a aussi comme papa qui fait des tables rondes et des keynotes, mais aussi on apprécie aussi les étoiles sur iTunes. Je présenterai le papaphone, tu sais, en direct. Exactement. On vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt. J'espérais que cette émission soit plus courte et putain mais attends, elle est plus courte, on est même pas à 2 heures, attends, c'est bon. Je te déteste. non, je te dis. Mais alors, c'est bizarre parce qu'on a fait 5 listes quoi. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, je crois qu'on parle beaucoup trop. Mais non, mais c'est fou quoi, c'est genre on se donne une limite. Et en fait, on va faire quoi 3 listes au bout d'un moment, c'est pas possible. Non mais c'est ça l'amour, Daniel, c'est ça, on donne sans compter, c'est ça. Moi, je vous jure, je vous promets, c'est le dernier de cette durée-là, c'est plus possible. Mais pense à nos amis joggers qui justement, grâce à nous, gardent la ligne, tu vois, si tu leur fais des émissions plus courtes. C'est pas des joggers, c'est des semi-marathonneurs là. Bon, on vous remercie beaucoup de nous suivre et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao à tous. Gérard Darmon dont on peut voir le sexe dans un film qui va sortir presque au moment où on va diffuser cet épisode. Donc voilà, on voit la bite de Gérard Darmon dans le dernier film de Lelouch. Ouais, je dis ça comme ça. Donc c'est un très bon film, Daniel, c'est ce qu'il faut en conclure. Ah, je dis rien sur le film.